c'est bien ça. Ouais, alors en fait, ça a commencé. Voilà, ça marche. Bon, ben, bonsoir, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien. Je suis avec Mathieu Monade. Donc, ce soir pour vous, nous, c'est un enregistrement en différé, mais je suis présent avec vous dans le chat pour cette émission en direct pour vous. Voilà, et bien sûr en replay pour tout le monde. Eh ben, on va attaquer direct dans le vif du sujet. Donc merci Mathieu pour ce moment de partage. Et cette émission risque d'être assez intense. Donc voilà, on va aller assez loin sur certains sujets. Donc ça peut secouer certaines personnes avec qui auraient des compréhensions, une cartographie de la vie, du monde, de l'incarnation, des plans subtils, des galactiques. Enfin, on va aborder énormément de sujets. Et on va aborder tous ces sujets autour du livre de Mathieu qui vient de sortir. Voyage au cœur de l'humanité avec une synthèse de ses enquêtes. Je crois que tu en as fait plus de 500, hein, même beaucoup plus, ouais. Alors, j'en ai publié plus de 500, mais j'en ai fait des milliers parce que la plupart, on ne les publie pas en fait, parce que soit c'est trop complexe, soit c'est trop fouillis et les gens n'arriveraient pas forcément à avoir du concret dedans, ou alors ça va trop loin et c'est pas publiable. Donc oui, il y en a beaucoup, mais ça fait beaucoup de volume et j'ai souvent eu la demande de personnes qui me disaient, voilà, j'adore effectivement regarder les enquêtes sur Internet, c'est vraiment très intéressant. Par contre, ça peut être chronophage et puis rattraper comme ça 500 enquêtes d'un coup, ça fait beaucoup. Est-ce que Mathieu, tu pourrais pas nous faire une sorte de vidéo qui compilerait un peu tout ce que tu as compris? Voilà, juste de ma perception, hein, encore une fois, moi, c'est pas des vérités que le titre peut être pompeux, mais c'est vraiment sous hypnose de notre pratique, voilà ce que l'on voit, nous, de l'histoire de l'humanité et ce qui est cohérent, ce qui ne l'est peut-être moins avec ce que l'on pourrait, disons, l'histoire officielle. Et ça a donné ce livre, du coup, et je trouve qu'il peut être très intéressant. J'en ai des bons retours pour l'instant parce qu'il est sorti il y a à peu près 3 semaines. Et il y a déjà des auditeurs qui ont tout lu en vitesse et qui ont dit que c'était effectivement très intéressant pour eux. Donc les retours sont plutôt bons. Oui, en effet, en fait, ce qui est vraiment chouette, c'est ce gain de temps, parce que tu nous fais gagner beaucoup de temps dans le sens où tu fais une synthèse. Et donc, on peut vraiment avoir aussi quelque chose d'assez exhaustif. Et donc, ça, c'est très agréable. On va parler un petit peu de ton protocole. Peut-être qu'il y a des gens qui vont te découvrir sur Rayonnance TV ce soir. Donc, tu as créé un protocole qui s'appelle Ozol. Et donc, dans ce protocole, qui est dérivé un petit peu de l'hypnose Dolores Cannon, mais à deux personnes avec un opérateur et un télépathe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce protocole Ozol? Donc, je crois qu'il s'appelle Œuvre pour la source pour offrir la lumière. C'est ça, effectivement. En fait, ça fait assez naturellement. Donc, moi, je suis praticien en hypnose. Je pratique l'hypnose régressive pour être plus précis. Et c'est vrai que Dolores Cannon, pour la citer, elle pratiquait dans un cabinet où des personnes venaient la voir. Et c'était à une autre époque. Et c'était effectivement très, très bien. Et l'hypnose traditionnelle a deux inconvénients. C'est premièrement de trouver quelqu'un près de chez soi de confiance, parce que ça peut être un peu surtout si on est par exemple une femme et on n'a pas forcément envie d'être s'allonger dans un cabinet avec un homme à côté, c'est difficile de trouver une personne de confiance dans son département. Et également, il y a des personnes qui ont l'incapacité de partir en hypnose, ou alors c'est très difficile, sachant qu'on a tous la possibilité, mais quand même, ça demande quelque chose d'assez, voilà, du temps long, et puis voilà, ça coûte un peu d'argent. Donc, en fait, en hypnose, on a aussi la possibilité, quand une personne part très très vite, d'aller non seulement pour regarder pour elle, mais également d'aller regarder pour d'autres personnes. Et assez naturellement, en fait, il y a des personnes qui partaient tellement facilement, tellement vite, avaient des infos tellement pertinentes que était venue, alors c'est pas de moi, hein, mais l'idée de faire revenir cette personne qui parle facilement et qu'on appelle un télépathe, et en fait de la faire partir pour le client qui a peut-être des difficultés à partir. Et du coup, c'est comme ça qu'on appelle l'hypnose régressive assistée donc d'un télépathe qui fait cette tierce personne, qui fait l'intermédiaire et prend les informations. Et du coup, moi, je me suis formé à ça. J'ai vraiment été. La spiritualité, ça m'est vraiment tombé dessus. Hein. J'étais pas du tout dedans. J'ai fait des choses très cartésiennes, vraiment des études longues. J'avais un travail. Tout était pour moi. J'étais la vie après la mort n'existe pas. Et finalement, j'ai fait une expérience très particulière où en fait, mon grand-père qui était décédé est venu me parler. Voilà.
mais genre que il n'est pas là. Donc je l'entendais clairement alors qu'il est décédé. Donc j'étais dans un état de méditation. En fait, j'étais au réveil le matin et finalement il restait du temps. Donc j'attendais que le réveil sonne. J'étais pendant mes vacances et puis pendant cette heure où j'étais réveillé trop tôt, en fait je suis resté là comme ça dans mon lit et puis à un moment il est venu me parler. Et j'ai eu des informations qui ne me concernaient pas, qui concernaient ma mère, que après je n'ai pas transmis à ma mère et que vu que je lui ai dit j'ai reçu un message, va voir quelqu'un qui parle avec les décédés parce que voilà, j'ai pas trop compris. Et en fait, elle allait voir une personne qui parle avec les personnes décédées, qui m'a redonné exactement le message que je n'avais pas donné à ma mère. Et pour moi, ça a été une apocalypse dans ma tête. Je me suis dit, il y a un souci quelque part, parce que effectivement, il y a une information que j'ai reçue de nulle part m'a été donnée, je ne l'ai pas donnée et elle m'a été redonnée par une autre personne extérieure que je ne connaissais pas et qui l'a eu de quelque part d'autre. Ça a bousculé tous mes paradigmes et du coup je me suis plongé effectivement dans tout ce qui est le milieu spirituel, essayer de voir qu'est-ce qui m'intéressait, qu'est-ce qui était moins. J'ai été client comme en hypnose et là vraiment ça m'a vraiment parlé, ça m'a plu et je trouvais ça fantastique parce que là c'est moi qui allais chercher les infos. Et ça me plaisait. C'est-à-dire savoir où étaient les infos et j'allais moi-même les chercher, plutôt que de faire confiance à un médium qui te dit ah, c'est bon, ce sont les bonnes infos, je parle avec la bonne personne, mais il faut lui faire confiance. Et donc du coup, moi, je suis rentré à fond là-dedans. Et après avoir été formé, je me suis dit, ce serait intéressant en fait d'utiliser cet outil au-delà d'aller regarder pour des personnes, des clients, mais d'aller plutôt regarder pour faire des enquêtes sur des sujets, voilà, multiples. Parce que finalement, ça arrivait assez souvent quand je me formais d'écouter en fait, des vidéos sur Internet de clients avec des passages très intéressants. Donc, les hypnothérapeutes isolaient un moment dans la session qui était intéressante sur l'Égypte, sur un thème sur l'Atlantide, sur d'autres galaxies et tout cela. Et je trouvais que cette partie était vraiment la plus intéressante de tout, en fait. Et pourquoi ne pas faire que ça? Et c'est du coup, j'ai monté ma chaîne, j'ai proposé, voilà, moi je vais faire que des enquêtes, je vais vous les montrer sur Internet, et ça a plutôt plu, parce que beaucoup de personnes se sont mis à regarder justement les enquêtes, et voilà, c'était vraiment intéressant et un bon cheminement. Par-dessus tout cela, c'est jumelé en fait des personnes qui ont adhéré à ma philosophie en fait par rapport à la pratique de l'hypnose et du coup on a créé un collectif qui s'appelle le collectif au sol où justement on avait une sorte aussi de conduite à tenir, c'est-à-dire que par exemple je limitais le nombre de sessions. Tout de suite je dis voilà on fera pas plus de 2 sessions par jour. Pourquoi? Parce que des fois ça faisait un peu l'usine pour d'autres confrères qui enchaînait voilà, une personne, une deuxième, une troisième, et je voyais que sur du long terme, c'était pas forcément cohérent, surtout pour le télépathe, celui de la personne qui va voir des informations, et qu'au bout d'un moment, ils avaient une sorte de burn-out en fait énergétique, et qu'il valait mieux se limiter en fait à 1 ou 2 sessions. D'ailleurs, la plupart du collectif, nous, on n'en fait qu'une par jour. C'est-à-dire je leur conseille énormément de faire qu'une seule fois, par exemple, d'être à mi-temps, de travailler que le matin ou que l'après-midi, parce que justement, il faut avoir une sorte d'hygiène de vie pour intégrer tout cela, ne pas être trop perché, en fait, finalement, parce que c'est un peu l'écueil des mondes spirituels ou ésotériques, c'est des fois d'avoir des personnes qui sont complètement barrées. Moi, j'aime bien justement garder un peu les pieds dans la terre et puis, par exemple, un travail très concret au quotidien et puis garder voilà, la tête bien faite, les pieds bien placés dans le sol pour pouvoir être pertinent quand on fait soit des enquêtes, soit des sessions pour des clients. Oui, 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 c'est très bien. C'est intéressant ce que tu racontes sur le moment où tu as connecté avec ton grand-père. Moi, j'ai vécu la même chose avec mon père. Et en fait, c'est ce moment qui est un état de phase où on est à moitié endormi, à moitié réveillé. C'est là où on a certaines ondes cérébrales qui permettent ces communications. Euh, Moi, j'ai une question, et c'est un sujet d'ailleurs que tu n'ignores pas, c'est ce qu'on appelle les biais de confirmation. Mhm. Et donc, c'est vrai que c'est toujours difficile de se demander à quel point on est influencé déjà par les connaissances qu'on a. Il y a énormément de bouquins qui existent sur tous les thèmes que tu abordes. Il y a un inconscient collectif ou un champ d'information, comme dirait Teilhard de Chardin, je crois. Euh, Comment vous faites pour avoir une forme d'objectivité par rapport au fait que l'hypnose, c'est pas forcément démontrer que c'est objectif, en fait? Ouais, ouais. Effectivement, parce que le biais de confirmation fonctionne très très bien. C'est-à-dire qu'on pourrait essayer, effectivement, par les questionnements, se donner raison à nous-mêmes juste parce que la question est orientée, par exemple. Donc ce serait assez simple. Imaginons que la Terre est plate. On va dire, bon, bah, tiens, j'aimerais que tu ailles regarder sur ce mensonge de la Terre plate. Et si la question est énoncée ainsi,
forcément, le télépathe qui reçoit la question risque d'influencer son raisonnement et les perceptions qu'il aura justement derrière. L'intérêt, en fait, nous, d'être en collectif, c'est que des fois, on va aller chercher sur le même sujet des informations. Et on reste justement le plus neutre dans nos questionnements et dans notre approche pour essayer de voir qu'est-ce qu'il en est de ce thème et de voir qu'est-ce qui se regroupe, qu'est-ce qui ne se regroupe pas du tout. Parce que les deux sont intéressants. Quand ça se regroupe, effectivement, on veut dire, bon, ça peut valider les choses, mais à l'inverse, quand ça ne se regroupe pas, c'est qu'il faut peut-être aller chercher un petit peu plus loin. Et donc, c'est vraiment intéressant, justement, de mettre tout cela en place. En plus, maintenant, parce que ça fait plusieurs années que je travaille, justement, en hypnose et puis avec tous ces sujets, et de plus en plus de gens, en fait, nous ont rejoints parce que au début, donc, il y a eu ces praticiens en hypnose, donc des professionnels, mais après, on a aussi des personnes qui ont voulu se former. Donc, on a fait des ateliers, des formations, et on a fait un centre de formation, un centre de recherche, ce qui fait que, par exemple, on a une quarantaine de personnes à travailler sur des sujets qui sont identiques dans le centre de recherche. Donc, quand on met, par exemple, allons, on va travailler sur la Lune, voilà, qu'est-ce que l'on voit? Et on va donner, par exemple, la face cachée de la Lune. Voilà. Et puis, si on se rend compte que la plupart des enquêtes montrent quelque chose en particulier, on va pouvoir se dire, tiens, c'est intéressant, surtout quand c'est pas proposé justement dans le raisonnement et dans la question. Bah, on a quand même à chaque fois cet élément qui vient se proposer à nous et qui pourrait être une forme de tangibilité. C'est aussi très intéressant de jumeler ça avec, surtout, moi je trouve c'est le mieux, c'est avec les clients et surtout ceux qui n'y croient pas du tout. Parce qu'effectivement, le biais de confirmation fonctionne très très bien, surtout avec des personnes qui pourraient avoir déjà vu nos vidéos. Donc imaginons qu'ils ont regardé voilà tout ce que l'on peut faire, ils pourraient peut-être même imaginer ou se rendre dans un imaginaire qui pourrait corroborer avec les informations que l'on pourrait donner. Cependant, moi j'ai déjà eu par exemple une personne qui arrive en costard-cravate. Voilà, moi je veux arrêter de fumer, point barre. J'y vais, pof, elle se retrouve dans l'Égypte avec des vaisseaux dessus et tout cela. Et puis la personne a complètement oublié qu'elle voulait arrêter de fumer en fait. Elle m'a parlé que, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et j'ai eu tout cela. Euh, Après, c'est intéressant parce que tous les deux, on a pu faire une expérience voilà, pertinente, visiblement, où en fait, pour moi, c'était indéniable en tout cas. C'est-à-dire que j'aurais pu me dire, et c'est d'ailleurs ce que je me suis dit la première fois, parce que ça a été en deux étapes, c'est-à-dire qu'il est venu une première fois et j'ai tout mis en fait sur le dos d'un rêve. Je me suis dit, bon, c'est un rêve, voilà, machin, je mets ça de côté, ça ne m'intéresse pas. Il est revenu d'une façon plus impérative en me disant, écoute, si tu n'y crois pas, va dire à ta mère, à ta maman, d'aller consulter quelqu'un, un médium qui parle avec les décédés. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vais pas donner le message. Je lui ai juste dit, écoute, c'est bizarre, j'ai fait un rêve de ton père à toi, qui est venu me voir et qui m'a conseillé que tu ailles voir quelqu'un qui parle avec les médiums. Et c'est pour ça qu'elle allait voir quelqu'un et qu'elle est revenue derrière moi avec le message, au mot près en plus, que j'avais reçu. Donc c'était vraiment, moi, ça avait vraiment tout chamboulé. Et c'est vrai que quand on fait ce genre d'expérience, et après ça s'est succédé forcément, parce que on a ce genre d'expérience, on a des fois des sessions d'hypnose, et puis on travaille par exemple avec des nouveaux télépathes. Et j'ai un protocole pour essayer de vérifier que le télépathe n'est pas dans son mental, parce qu'il y a aussi cette cohabitation avec le mental qui est toujours là, essayer de juger toutes les informations que l'on peut recevoir. Et forcément, je demande, voilà, si tu avais à dire comment j'ai passé mon week-end, ce serait quoi? Et puis ils prennent l'information, ils arrivent à te décrire exactement quelle a été mon activité du week-end. Et il y a plein de choses comme cela qui me permettent de pouvoir corroborer ou de dire, voilà, sur mon bureau, qu'est-ce que j'ai sur mon bureau? Et alors c'est intéressant parce que là on est dans du remote viewing, on n'est pas dans typiquement en fait Oui, de voilà. l'hypnose, mais pour moi, voilà, la médiumnité, le chamanisme, le remote viewing, tout est un peu intrigué. C'est juste différents états modifiés de conscience. Comme ce que l'on a fait, recevoir un message, c'est finalement de la méditation ou un état modifié où on a reçu et on était en possibilité de recevoir une connexion. Donc voilà. En tout cas, on travaille là-dessus. Voilà. Encore une fois, moi, il y a quelque chose qui est très important, c'est que je suis pas là pour donner une vérité. Dis juste, voilà, j'ai ma façon de faire, comme on vient de l'expliquer un petit peu. Je le fais sérieusement. Après, libre à chacun de prendre ça au pied de la lettre ou comme une sorte de science-fiction. Voilà. Moi, je le prends sérieux. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que c'est bien et que ta chaîne a eu du succès. C'est parce que on voit que tu es quand même assez cartésien, même si j'aime pas ce mot, on va dire rationnel. Euh, Malgré tout, tu vois, j'ai une question, et je dis pas que tu prétends que c'est totalement objectif ce que tu fais, mais tu vois, on a tous une information autour de nous. Par exemple, peut-être que toi, tu es au courant de ce qu'il y a sur ton bureau et que la personne, en fait, elle accède à ton champ informationnel, qu'elle accède peut-être à l'inconscient collectif de l'humanité. Tu vois, on est peut-être tous influencés par E.T. l'extraterrestre de Spielberg ou que sais-je, et c'est pour ça peut-être on voit souvent les extraterrestres de la même manière. Est-ce que les personnes qui les montrent dans les films sont des canals?
des canaux. Enfin, est-ce que ils nous influencent et nous manipulent pour qu'on ait une vision comme ça? Enfin, comment savoir qu'on n'accède pas à un champ informationnel qui est juste tout ce qui est cristallisé des croyances et des peurs de l'humanité et pas une information véritable? Alors c'est là où c'est vraiment complexe, parce qu'une fois qu'on a compris qu'il y a des sources d'informations, on se rend compte très rapidement qu'elles sont multiples. Et du coup, une fois qu'on a, parce qu'au début, par exemple, les élèves qui viennent faire appel aux ateliers, par exemple, ils ont juste une envie, c'est de pouvoir accéder à ces informations. Et en fait, on leur explique, bah, vous allez y arriver, voilà, il faut juste pratiquer, tout le monde a la possibilité. Par contre, la vraie difficulté n'est pas d'y accéder, c'est après de savoir faire le tri et de savoir où est-ce que l'on est justement dans toutes ces informations-là. Parce qu'en fait, il y en a plein partout. Voilà. Si vous voulez accéder à Jésus, pour donner cet exemple, vous allez y arriver. Sauf que, je donne un chiffre voilà, à la louche, hein, mais 90% des Jésus qui vont se proposer à vous ne seront pas Jésus du tout. Parce qu'en fait, ce seront des êtres qui se font passer pour cet être-là et qui, il y a plein de petits malins tout autour, en fait, qui ont besoin de notre énergie. Parce que c'est ce qu'on voit assez rapidement, c'est que sur Terre, malheureusement, on est un peu coupé du reste. Euh, et en fait, on se retrouve dans une situation où on dégage énormément d'énergie. Les humains dégagent énormément d'énergie. Il faut imaginer que, comme si en fait, on avait un rayonnement d'énergie tout autour de nous, et que quand on la projette dans une direction, par exemple, ça pourrait être Jésus, et on est là, ah, et on prie, et en fait, on envoie une source d'énergie incroyable. Et si elle est mal orientée, si elle est vers une direction qui n'est pas la bonne, alors elle peut être récupérée et utilisée par d'autres êtres. Donc c'est là où on comprend aussi tous les mécanismes d'interférence après derrière. Le fait de prendre notre volonté pour nous amener dans une direction, de nous faire dégager un maximum d'énergie qui les intéresse. C'est à la fois des fois de la peur, de la terreur, ça peut être beaucoup plus bienveillant, entre guillemets, parce que des fois ils ont aussi besoin de notre belle énergie de piété, par exemple, pour pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Et c'est là où ça devient très complexe, parce que c'est difficile après de démêler qu'est-ce qui est déjà plutôt bienveillant à notre encontre et à l'inverse qui est malveillant parce que tout se déguise l'un dans l'autre et c'est vraiment très complexe de tout démêler. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller progressivement, y aller voilà, prendre son temps. Moi je fais que de dire ça tout le temps en personne. C'est que souvent c'est une autre sorte de révélation. C'est possible que des personnes écoutent et puis d'un coup ça leur parle. Et ils disent ah oui l'hypnose ça a l'air vraiment d'être un outil pour moi et d'un coup en fait se lance à corps perdu dans cet apprentissage. Sauf qu'à chaque fois je leur dis attendez prenez votre temps parce que ça peut être remuant. Il faut vraiment y aller petit à petit dans tout cela et pas se jeter à corps dévolu là-dedans et vraiment garder son sens un peu de critique aussi par rapport à tout ce que l'on fait pour essayer de trouver et de démêler qu'est-ce qui vous sera aidant et peut-être qu'est-ce qui ne le sera pas du tout. Vous parlez des fois de dates aussi, par rapport, par exemple, la chute de l'Atlantide ou la mise en place, par exemple, de la matrice artificielle, sachant que, bah, tu nous l'expliques aussi, quand on se connecte à un hors temps, bah, il n'y a pas de temps. Mhm. Comment vous pouvez conclure certaines dates dans un monde où il n'y a pas de temps? Oui, c'est Dans très difficile. Oui, Ouais. oui, c'est très difficile. Par exemple, si on parle de la chute de l'Atlantide, effectivement, nous, on est à des milliers, voire des dizaines de milliers d'années près. Donc, on va dire que c'est plus une fourchette, là. C'est c'est un éventail qui est trop, un spectre tellement grand que, voilà, c'est beaucoup trop, c'est pas, on peut pas dire qu'on soit précis. Par contre, on tombe effectivement tout le temps sur la même fourchette, on va dire. Ce qui fait qu'on peut affiner un peu au fur et à mesure. Mais après, je pense que c'est pas si important parce qu'en fait, c'est comme si tout était décorrélé de la temporalité de l'époque, parce que même la densité elle-même n'était pas la même que notre densité actuelle. Donc c'est comme si le temps ne fonctionnait pas non plus à l'époque de la même façon que maintenant. C'est pour ça que quand on pose même la question, parce qu'on pourrait essayer de le comprendre, avec voilà, ça n'a pas de sens en fait. La question n'a de sens nulle part. Et c'est difficile pour nous effectivement de rendre accessibles ces données, mais on arrive quand même un petit peu à donner voilà, un ordre de grandeur par rapport à ce genre d'informations. Mais c'est vrai que le temps est une donnée difficile. Pareil avec parce que tout le monde essaie d'avoir le futur. Et c'est vrai que nous, Et on ne oui. voit que des probabilités de futur, mais on ne voit jamais le futur en lui-même. Même si, des fois, c'est très, ça paraît très réel. Voilà. Donc, je dis pas, j'arrive pas à savoir si le futur, il y a une ligne de temps déjà tracée et unique, ou alors si elle est multiple dans cette unicité. C'est assez particulier. C'est vrai que je pense que le temps nous échappe complètement, cette notion du temps, en fait, de l'autre côté.
Parce que nous, on a un temps qui est fixe et qui est linéaire, qu'on peut chronométrer en permanence et qui, pour nous, est une donnée fixe. Alors que lorsqu'on est de l'autre côté, c'est pas une donnée fixe. Et quand on parle avec des êtres qui sont de l'autre côté, il dit, mais en fait, tu t'es déjà incarné dans le futur. Comme, bah, pourquoi? Il dit, oui, bah, en fait, c'est comme si tu t'étais déjà, comment on peut s'incarner dans une vie future avant notre vie actuelle maintenant. Et c'est pour ça que ça nous paraît complètement mm, cassé, que ça n'a pas de sens. Mais c'est comme ça qu'on nous l'explique et on essaye de rendre tout ça intelligible, ce qui est difficile. J'avoue que même moi, au travers de toutes ces années, bah forcément, j'ai pu comprendre de mieux en mieux en fait tout le système qui est derrière et de pouvoir essayer de le rendre accessible. C'est peut-être une qualité que j'ai, c'est de rester pédagogue et d'essayer de rendre accessible au plus grand nombre justement tous ces mondes qui sont un peu compliqués, de pas trop perdre les gens, et d'essayer de quand même de faire des parenthèses, voilà, en disant alors voilà, on va remettre dans son contexte et voilà ce que moi j'en ai compris. Et voilà. On va plonger un petit peu dans ce que vous explorez dans vos enquêtes. Et une des premières choses, c'est la constitution de l'humain. Et donc sa Ouais. reliance par rapport à l'incarnation et au fait que ce que nous voyons n'est que le haut de l'iceberg. Et donc une projection du moi supérieur, si on peut en parler comme ça, qui est lui resté proche de la source. Euh, Ouais. Quel pourcentage à peu près, d'après tes compréhensions, par exemple si je parle de moi, quel pourcentage de moi est en train de te parler? Combien d'êtres je suis relié? À combien de temps? Enfin, évidemment, ça peut être vertigineux et infinitésimal, mais quelle est ta compréhension de cette cartographie par exemple, de l'humain? Oui, alors c'est chacun est différent. Et pourtant j'ai fait des milliers de sessions et à chaque fois on a tout le temps des constructions différentes. C'est-à-dire que mais il y a quand même une logique derrière. C'est-à-dire que on peut imaginer qu'il y a ce que de l'autre côté ils appellent la création, qu'on peut appeler la source qui semble plus juste par rapport à notre incarnation sur Terre, c'est ce qu'on appellerait Dieu. Voilà, qui serait un être, voilà, une source du tout, et que de cette source sorte une sorte de toute petite particule, une conscience, et que celle-ci, en fait, fait l'expérience d'elle-même. Et en fait, elle fait d'abord l'expérience qu'elle est sortie du grand tout. Et après, en sortant, elle fait comme si elle avait la possibilité de se diviser en deux et de se rendre compte d'elle-même en se divisant, du coup, de se voir en miroir. Et ainsi de suite. Donc, il y a plein de sortes de divisions jusqu'à un moment où, en fait, elle est pleinement consciente de ce qu'elle est. Donc, elle est toujours informe. Et en fait, c'est comme si à un moment, tous ces êtres qu'on pourrait appeler des parties supérieures avaient la volonté, en fait, de se projeter des parties d'elles-mêmes dans de la matière, mais de la matière au sens le plus large du terme. C'est-à-dire, autant c'est la 3D comme on est en ce moment, mais aussi dans une matière beaucoup plus éthérée. Mais et c'est dans ce que j'ai compris, dans toute sa grandeur, en fait, la source aurait dit, bon voilà, c'est comme si elle avait tracé un trait en disant, voilà, si vous partez de ce trait-là, vous allez derrière, vous êtes dans vos propres règles. C'est-à-dire que moi, je garde une unicité, en fait, du tout, mais je ne vais pas aller interagir dans chacune de vos malheurs ou chacune de vos bonheurs. Vous êtes libre d'interagir non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et à partir de là, en fait, bah, certains ont décidé de se projeter. Mais à chaque fois, en fait, ils se projettent. J'utilise ce mot-là, projeter, ça veut dire qu'ils restent tout en haut, mais c'est comme s'ils étaient une matière informe et qu'ils prenaient une partie de leur énergie qu'ils allaient envoyer dans une direction, voilà, dans une incarnation. Et ça peut être, par exemple, dans les Pléiades, Andromède, ça peut être arthurien, et ils vont envoyer une partie d'eux là-bas. Et en fait, ce qui arrive également, c'est que, bah, par exemple, si on est avec ce Pléiadien, qui est incarné en ce moment même, qui a une partie supérieure, il peut lui décider, allez, d'envoyer une partie de lui, donc comme s'il prenait sa main, voilà, ça fait une boule, et hop, il l'envoie s'incarner sur Terre. Donc ça veut dire qu'une partie de lui vient s'incarner sur Terre. Ce qui fait que nous-mêmes incarnés sur Terre, nous sommes que ça d'un corps qui est lui-même incarné dans une autre galaxie sur un niveau plus haut, qui est lui-même juste une toute petite partie d'un être qui sera encore plus haut et qui se retrouve justement en partie supérieure. Voilà, là, c'est encore la partie simple de tout cela. Parce que on pourrait imaginer des quinconces, des réseaux dans tous les sens, parce que ça devient forcément une famille. Et souvent, en fait, les personnes qui viennent me voir en me disant, ah, mon guide m'a dit, bah, en fait, souvent, on se rend compte que c'est pas leur guide, c'est eux-mêmes qui se sont parlé à eux-mêmes et que finalement, ce qu'ils prennent pour un guide est leur partie supérieure, ou alors cet être qui essaye de les aider parce que c'est eux-mêmes. Et en fait, ils ont très peur que
bah, cette main, voilà, cette boule de lumière d'eux-mêmes, bah, s'égare et ne reviennent jamais. Parce que pour le coup, non seulement si elle s'égare, si elle ne revient jamais, bah, ils pourraient presque la perdre. Et c'est comme si pour eux, ils perdaient leur main. Donc c'est important pour eux d'avoir ce travail-là. Et d'accompagner au mieux et d'essayer de faire revenir après. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi cet être a envoyé une partie de lui, par exemple, sur la Terre? Ça veut dire qu'il avait peut-être un projet dès le début. Et je pense que s'il y avait deux grandes choses à savoir pour chacun d'entre nous, il faudrait se poser la question de qui on est, vraiment, quelle est ma singularité de chacun. Voilà, de me connaître vraiment intrinsèquement et de savoir qui je suis. Et la deuxième, c'est de savoir pourquoi je suis venu là. Parce qu'en fait, dans la plus grande majorité des cas, c'est complexe et c'est pas si évident. C'est-à-dire qu'on pense être venu directement, alors qu'en fait, des fois, on nous a amenés ici, on nous a fait croire que c'était bien pour nous. Beaucoup d'êtres incarnés sur Terre ne sont pas venus là librement. Ils ont cru que c'était une bonne chose, mais en fait, ils sont venus, ils ont été un peu piégés par des êtres qui se font passer justement pour des êtres bienveillants. Il y en a plein partout. C'est assez particulier, mais c'est dans l'intérêt de certains êtres de se faire passer pour des êtres très lumineux et de vous dire, bah, regardez, il faut venir sur Terre, c'est génial. Alors qu'une fois qu'on est incarné sur Terre, c'est vraiment très complexe et on se fait justement maltraiter. Voilà. J'ai eu la chance de faire une hypnose justement de QHHT en 2016 et j'ai revécu le moment de la carotte. Je me suis fait, je suis arrivé sur Terre et tu vois, je me suis fait un peu arnaquer. Bon, après, j'ai guéri tout ça et j'ai travaillé dessus, mais c'est très intéressant. Et donc, toi, ce que tu nous dis, c'est finalement, tous ceux qu'on prend pour notre ange gardien, notre guide, sont des parties de nous-mêmes qui viennent communiquer avec nous. Donc, comme tu viens de l'expliquer, donc il y a souvent des confusions. Et tu vois, ça soulève la question, bah, justement, tu parlais tout à l'heure de Jésus ou d'autres. Voilà, comment on différencie, on distingue notre moi pluriel, on va dire, d'émanations qui pourraient venir nous parler pour nous manipuler et puis quel est Oui. l'intérêt d'ailleurs du vrai Jésus de venir? Est-ce qu'on en a déjà? Est-ce qu'on a déjà accès au vrai? Et si c'est le cas, ben Ça, pourquoi il viendrait, quoi? déjà, oui, ça ferait pas de sens en fait. On pourrait même se dire ça en fait. Pourquoi moi il viendrait bah, après, ça vient gonfler l'ego, donc c'est intéressant. Mais c'est vrai que dans la très grande majorité, alors il peut y avoir des exceptions où en fait un être qui vient nous voir n'est pas nous-mêmes, mais en général ce sera temporaire. C'est pour une bonne raison spécifique, c'est il vient te voir pour te donner un message à un moment. Sinon, il n'a pas, c'est même contre la volonté en fait ou les règles du jeu en fait de l'autre côté que de venir t'aider et te prendre par la main. Ce n'est pas la logique qui est derrière. Normalement, si quelqu'un t'aide sur de long terme, ça veut dire que c'est nous-mêmes en fait qui nous aidons. Cependant, il y a beaucoup de distinctions. J'en ai un bon exemple qui est assez marquant, c'est deux élèves à moi qui, en fait, suite à la formation, elles s'entendent dès la formation très très bien. Et en fait, à chaque fois, je dis, prenez votre temps. Et au bout de 2 mois, en fait, elles pensent être suffisamment prêtes pour proposer des sessions clients. Et en fait, je leur dis, attendez, vous êtes un peu, c'est encore jeune, prenez votre temps, allez faire plein d'expériences avant de donner de l'aide un peu partout, parce que prenez votre temps. Et non, non, mais c'est bon, on marche vraiment super bien, on a tout fait, tout ça. Bon, ok, pas de problème, elles y vont. Et en fait, la veille, elles passent une nuit horrible, mais vraiment horrible. Elles n'arrivent pas à dormir, elles se font comme attaquer de toutes parts, elles comprennent pas ce qu'il se passe, du coup, elles remboursent le client qui était prévu et annulent la session et vont voir pour elles-mêmes. Et là se présentent leurs deux parties supérieures. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont, elles, voir pour elles-mêmes en se disant je me suis fait attaquer par des êtres malveillants, et se présentent leurs deux parties supérieures, qui leur dit en gros, bah, écoutez, en fait, vous avez voulu aider une personne extérieure, alors que vous n'avez pas fait le travail pour vous-même. Nous, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a ouvert les vannes. Voilà. Vous avez dit que vous étiez prête, vous avez tout fait pour vous, et aller chercher tous les petits cailloux en fait dans votre chaussure qu'on met sous le tapis, et toutes ces petites choses, ces petites alertes qu'on a au quotidien en disant tiens, ça, il y a un truc qui est dissonant, qui n'est pas correct. Là, il y a un petit truc, il y a un petit truc. En fait, tu as tout mis sous le tapis. Ben, nous, on a tout enlevé. On a enlevé le tapis et tout est tombé sur ta tête dans la nuit. Donc, on est désolé parce que vous avez passé une très mauvaise nuit, mais ça vous montre aussi tout le chemin que vous avez à faire. Donc, les personnes qu'elles pensaient être des personnes malveillantes étaient finalement des êtres elles-mêmes, donc des êtres très lumineux et bienveillants pour elles-mêmes, qui leur ont juste montré en fait qu'il fallait d'abord faire le travail pour soi-même avant d'aller vouloir aider les autres. Euh, donc on va essayer de se connecter sur l'essence même de l'être. Donc on parle souvent de dimensions, alors c'est vrai que c'est un peu galvaudé les termes 3D, 4D, 5D, en tout cas ça a été vu, revu et peut-être mal employé.
dans ce que tu as perçu, toi, la 4D serait plus les dimensions astrales, et ensuite on monte dans les dimensions et on va vers des plans où c'est plus lumineux. Est-ce que, donc, je sais que tu l'as fait dans ton livre, mais est-ce que tu as une idée un petit peu de cette cartographie? Alors j'ai vu des schémas, des dessins où tu Oui, oui. reprends un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la cartographie de l'être? Voilà. C'est vrai qu'on a donc dans le livre, il y a une cartographie, du coup, pour essayer d'expliquer comment ça fonctionne, parce qu'on parle beaucoup de, oui, bah, l'astral, par exemple, le haut astral, le bas astral, les dimensions. En fait, c'est vrai que les dimensions, techniquement, n'existent pas, mais il faut bien donner un peu un niveau pour essayer de comprendre où se situe, en fait, tout le monde dans tout cela, en fait. C'est un peu comme si on descendait avec je sais pas, en plongée. Il fallait bien dire, bon, bah voilà, il y a en dessous les 10 mètres, en dessous les 20 mètres, et ainsi de suite. Mais l'eau n'a pas conscience d'avoir des différents degrés. Donc, en tout cas, il y a tous ces aspects-là. Il y a effectivement aussi, des fois, des membranes, par exemple, qui ont une fin, comme ce qu'on appellerait la matrice, ou justement, qui serait une sorte de limitation fréquentielle, mais qui n'est pas un couvercle qui serait posé sur la Terre, mais effectivement comme des ondes qui viendraient, en fait, euh, être inversées de nos propres ondes naturelles, qui viendraient justement créer une sorte de court-circuit, en fait, vers l'extérieur, et en fait nous empêche d'avoir accès à l'au-delà, en tout cas aux autres planètes, aux autres dimensions. Voilà comment on peut essayer de le donner, comme s'il y avait une sorte de parasitage, un brouilleur. Donc, quand on fait par exemple avec notre téléphone et qu'on aura un brouilleur, on n'est plus connecté. C'est un peu la même chose qu'on pourrait avoir, et de voir une espèce de nuage fréquentiel qui serait grisé pour pas qu'on accède. Donc, on voit tout cela, on voit effectivement les dimensions avec des êtres qui sont un peu partout. Ce qui est intéressant après de comprendre par rapport aux êtres, c'est que on se rend compte qu'à tout niveau, bah, en fait, il y a ce qu'on appelle des interférences. Et c'est là où il n'y a pas un niveau où ça y est, les gens deviennent gentils. Il n'y a pas un niveau où les gens ne le sont pas. D'ailleurs, quand on parle avec les êtres qui sont de l'autre côté, les gens, enfin les êtres plutôt vides de sens et qui sont plutôt noirs dans leur cœur sont souvent bah, les humains eux-mêmes, parce qu'on fait partie de cette catégorie-là. Souvent on dit pourquoi ils viennent pas nous aider, pourquoi ils viennent pas nous sortir, mais en fait certains ont même peur de nous parce qu'en fait on est un peu fou en fait de leur point de vue. C'est-à-dire que si jamais on en sortait un, on mettait dans un vaisseau, ils seraient capables de tout casser, d'essayer de tuer voilà, parce qu'on est des êtres primitifs, gentiment dit, hein, mais qui n'ont pas en fait le contrôle d'eux-mêmes, et voilà, c'est assez particulier pour eux aussi de nous aider sans venir en fait interagir et nous enlever notre volonté et notre propre développement. Alors, c'est vraiment des sujets qui sont assez particuliers, ceux-là, parce qu'il y a une aide, mais en même temps, il y a aussi des êtres qui font tout pour nous envoyer dans le mur. Et tout cela s'entremêle avec beaucoup on va dire, de politique pour que les gens comprennent bien, de l'autre côté, pour libérer, en fait, la Terre. Et moi, je trouve que c'est pas forcément Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes sur ce qui se passe avec la Fédération Galactique, par exemple. Ils vont venir nous aider, on va se faire libérer. Vous allez voir que en politique, il y a des êtres qui vont venir nous libérer, et puis finalement pas, et puis tout cela. Moi, je trouve au contraire que c'est plus intéressant de comprendre le passé pour comprendre dans quelle situation on est en ce moment même. Et c'est pour ça qu'il y a un point très important après la cartographie des dimensions dans mon livre, c'est justement tout ce qui s'est passé avec bah, l'humain, par exemple, mais aussi les interventions Ouais, entre je voulais guillemets en parler extraterrestres, justement. Ouais, et ouais. qui expliquent pourquoi on est dans cette situation maintenant. Ouais, voilà, j'aime bien dérouler, donc on va en parler bien sûr. On va commencer peut-être d'abord par l'ensemencement de la Terre avec ce que tu nommes les jardiniers. Oui. Et donc vous avez noté, vous, dans vos explorations, qu'il y avait certaines anomalies au niveau géobio et paléontologique. Euh, Comment, avec notamment l'ère des dinosaures qui pose des questions, qui a été une expérience avortée par les jardiniers, euh, si tu veux nous expliquer, parce que le terme jardinier peut être un peu abstrait, c'est quoi un jardinier? Ouais. Est-ce que c'est Alors, voilà, est-ce que c'est des dragons? Est-ce que c'est autre chose? Voilà. d'autres les appelleront autrement, mais je trouvais que c'était le terme le plus approprié pour ces êtres qui n'ont qu'une seule fonction, c'est en fait de rendre la vie propice. Donc c'est des êtres, pour appeler des ingénieurs, on peut qui ont qu'une seule fonction vraiment, voilà, et ils trouvent ça merveilleux, c'est de mettre la vie et de rendre possible. Donc quand on les voit travailler, ce sont des êtres qui ne sont pas dans des vaisseaux ou qui sont juste comme une sorte de dieux qui arrivent et qui disent voilà, on va mettre un petit peu de tout ce qu'il faut pour avoir une planète.
Et pour eux, c'est comme s'ils mettaient ça allait très vite. Voilà, le temps n'existe pas, donc ils la font tourner, voilà, les stabiliser. Maintenant, on va injecter des éléments pour qu'il y ait un peu de la végétation, des minerais, et ainsi de suite, pour avoir après une faune, une flore, avoir des animaux qui évoluent là-dedans. Et au moment où tout est harmonieux, qui est magnifique, ben en fait, ils s'en vont. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, c'est bon, l'expérience est prête. Et c'est quelque chose qu'on a pu voir justement pour essayer de savoir quand on va discuter avec certains êtres, par exemple même des êtres qui sont venus les premiers par exemple sur Terre, pourquoi ils avaient le droit de venir, pourquoi, et en fait il y a un moment il y a eu un go, c'est bon. Là maintenant il y a une planète viable, et le dessin de cette planète n'est pas celui qui est advenu, parce qu'il y a eu des interventions extérieures qui ont perturbé, mais en fait c'était, de leur point de vue, en fait c'est comme si ils faisaient une bibliothèque du vivant. Mais sachant que les animaux, les êtres vivants, sont aussi importants que la végétation. Et la Terre était vraiment en fait une sorte de bibliothèque du vivant magnifique. Pour eux, c'était vraiment un endroit magnifique où on a une densité du vivant, de tous les possibles, qui est vraiment incroyable. Et dans toutes les formes primaires, elles sont présentes. Et c'est vrai que c'est une planète qui est vraiment isolée en fait dans la galaxie, qui servait un peu de banque de données de tout cela, parce que malheureusement, ces êtres-là voyaient des fois des créations, et en fait, bah, elles s'éteignaient. Et c'était dommage, parce qu'ils perdaient en fait du vivant. Alors ils en gardent du matériel génétique pour pouvoir le reproduire, mais ils veulent, c'est leur, voilà, ils travaillent pour la source, pour Dieu, pour justement créer du vivant partout. Ce qui est paradoxal, c'est que quand on voit ça, on voit aussi l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on se rend compte dans les univers, dans les multivers, qu'il y a des cycles, c'est-à-dire que les disques sur lesquels on va dire une dimension, on va dire que c'est un disque, et ce disque, il est voilé. Ce qui fait qu'en fait, il tourne et il monte et il descend. Et il a des cycles qui sont plutôt évolutifs et d'autres qui sont involutifs. Et d'après ce que j'en ai compris, lorsque un cycle monte justement en fréquence, il a la possibilité de passer sur un autre disque multidimensionnel, donc passer sur une autre dimension, et ainsi de suite, de faire encore un autre cycle où il va monter, descendre jusqu'au moment où il peut passer sur une autre dimension, et ainsi de suite. Et donc il y a une sorte d'harmonie qui se crée avec tout ça, avec aussi les soleils centraux qui sont les cœurs en fait de chacun de ces disques, qui permettent justement d'accéder à un niveau à un autre. Bon, c'est fascinant. Je n'aurai pas l'occasion en une heure là de faire tout, tout voilà ce qu'on a pu voir. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup dans ce cycle évolutif, il y a un cycle involutif, et qu'à l'inverse des jardiniers de la Terre, il y a aussi des agents, des jardiniers du désordre. Et que des fois, en fait, on questionne, mais pourquoi, en fait, c'est possible qu'il y ait des êtres qui viennent tout détruire? Et en fait, c'est comme si c'était prévu dès la base, par la source, d'avoir des êtres qui viennent tout détruire. Un peu, un peu comme si elle nous avait laissé libre dans le jardin, et qu'en fait, au bout d'un moment, ses enfants étaient venus la voir en disant, bah écoute, maintenant on s'ennuie, quoi. Et bah voilà, et on a joué au Lego, on a tous créé, il n'y a plus de Lego, on ne sait plus quoi faire. Et que bah, du coup arrive un autre intervenant dont le rôle c'est de donner des coups de pied dans les châteaux qui ont été créés en Lego. Et que bah, du coup, bah, il faut refaire un autre Lego. Et bah tiens, en plus, c'est génial parce que le Lego il est encore plus beau, quoi. Parce qu'on l'a fait encore plus grand, encore plus merveilleux. Et puis ça nous a. Voilà. Alors c'est malheureux des fois d'être dans le coup de pied. C'est ce qui se passe sur Terre. On est dedans. Ouais, c'est Mais ça. ça permet, quand on prend énormément de recul, de pouvoir se dire que c'est dans un mouvement assez harmonieux finalement, et que, en tout cas, c'est ce que l'on constate de l'autre côté. Alors, je conçois tout à fait que, en tant qu'être humain incarné sur Terre, c'est peut-être un message qui est difficile à entendre, parce qu'on se dit, attends, oui, vous êtes gentil là, on est dans le chaos là, on est dans les difficultés. Moi, j'ai pas forcément envie de vivre tout cela. Et du coup, se reposer la question, qu'est-ce que je fais incarné sur Terre si c'est pas ce que j'avais envie de venir vivre? Alors, je rappelle que tout ce qu'on aborde, c'est bien évidemment détaillé dans ton livre. Donc, pour ceux qui viendraient d'arriver, donc Voyage au cœur de l'humanité, enquête sous hypnose, création de l'humain, chute de l'Atlantide, vague de volontaires, ascension vers la 5D, et bien évidemment énormément d'autres sujets qu'on va aborder de manière voilà, un peu succincte dans cette émission. Vous pouvez donc bien évidemment vous procurer ce livre de partout, et c'est Au Lotus et l'éléphant. Et je remercie d'ailleurs Martine qui nous a mis en relation. Voilà. Donc on va continuer. Il y a évidemment toutes les histoires des géants à l'époque des jardiniers, les premières expériences. On voit d'ailleurs ces montagnes hein, qui paraissent être, enfin pardon, ces arbres coupés qui paraissent être des montagnes.
On va Mhm. quand même voilà, passer toute cette période, même si tu en parles dans ton livre, et on va arriver à ce qui nous intéresse, parce qu'on aime bien parler de nous-mêmes, la création de la race humanoïde. Donc il y a beaucoup de fantasmes autour de Nibiru, les Anunnaki. Il y a bien sûr toutes les recherches sur les traductions des tablettes sumériennes. C'est là où il y a aussi toute une information qui existe, avec les Ouais. travaux de nombreux traducteurs, notamment par exemple les travaux de Zachary Sitchin et compagnie. Euh, Comment, justement, sur des sujets pareils, vous faites pour pas avoir de biais de confirmation, pour même les mots eux-mêmes, hein, Anunnaki, Nibiru, c'est pas, voilà, c'est pas des mots neutres, ils sont Mhm. déjà colorés. Donc, de ce que vous avez perçu, comment ça se passe et comment, voilà, vous faites pour pas tomber dans une information préexistante? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, par rapport à ce que l'on perçoit, je pense que la source qui serait la plus euh, proche, ça serait justement les tablettes sumériennes. C'est vrai que nous, il y a des choses, par exemple, dans la religion monothéiste qu'on on ne voit pas du tout de la même façon. Et par exemple, même quand on parle d'anges et d'archanges, c'est des choses qui nous sont vraiment abstraits et un peu tirées par les Oui. cheveux. On peut le dire, mais c'est vraiment... Alors, ça existe, hein, mais on trouve que c'est voilà, c'est beaucoup de bruit pour pas faire forcément le plus important. Alors que les tablettes sumériennes me semblent vraiment très pertinentes. Et c'est vrai que, alors moi je les connaissais pas avant de commencer en hypnose, mais à chaque fois en fait que je publiais une enquête, on me disait, ah, bah, tiens, tu devrais aller regarder ça parce que c'est vraiment très proche. Et quand on regardait avec des thèmes différents, des mots différents, on avait effectivement eu un récit qui semblait assez cohérent par rapport à cela. Alors nous, on voit pas exactement la même chose, mais on peut dire quand même que dans les grandes lignes, il y a des choses qui sont assez corrélants l'un vers l'autre. Là où nous, on est un peu plus peut-être précis alors, dans notre explication, ça reste que notre explication, hein, je le dis bien, hein, mais nous, on voit effectivement, parce que des fois, c'est un peu évasif quand même, l'explication des tablettes sumériennes, forcément, il fallait tout compacter, et on a la possibilité d'aller voir un peu plus dans le détail, justement, comment tout ça s'est monté. Et nous, on voyait, en gros, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une planète qui semble être dans une dimension plus élevée que la nôtre, et qui elle-même évolue sur plusieurs dimensionnalités. Donc il faut imaginer une planète en sandwich, où en fait on a une planète qui est à la fois en cinquième dimension, mais également en 12e dimension. Voilà. Pour faire simple, hein, je suis bien obligé de donner des dimensions, même si j'ai dit que de mon point de vue, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que vous avez des êtres qui arrivent à être sur plusieurs dimensions à la fois. Et en fait, sur cet endroit, ils ont un souci. C'est que en fait, leur planète est en train de mourir. Et pour qu'elles ne meurent pas, ils sont obligés d'aller chercher des minerais qu'ils n'ont plus sur leur planète à eux. Comme s'ils l'avaient un peu épuisé et que du coup, ils sont obligés de trouver une autre solution. Et voilà, ce qui leur a été possible, c'est de se dire, bah, tiens, on va aller sur la partie incarnée, sur la partie 3D de la Terre, et d'aller récupérer des sources d'énergie, mais également certains minerais, certains métaux qu'ils ont besoin, et donc d'aller sur cette Terre. Et en fait, ils y sont allés, ils ont utilisé tous les êtres qui étaient dans la densité la plus lourde de leur planète pour essayer d'extraire des fois des choses et de travailler sur place. Mais au bout d'un moment, ces êtres n'ont plus voulu collaborer et en fait, ils se retrouvaient un peu embêtés parce que en fait, c'est une planète dont ils ont la difficulté à venir. Donc, c'est-à-dire ces êtres qui sont alors de la quatrième à la 12e dimension, en fait, n'ont pas la capacité de venir s'incarner en troisième dimension. Du coup, ils créaient des sortes de dômes énergétiques sur Voilà, c'est ça. lesquels et en fait, ils étaient à l'intérieur du coup pour recréer les conditions de la quatrième dimension, mais même ces conditions-là, en fait, leur étaient assez difficiles. Donc, ils venaient temporairement et ils venaient justement essayer de récupérer tous ces minerais, toutes ces énergies qu'ils avaient besoin. Et en fait, ça leur venait vraiment très épuisant pour eux que de venir et de faire tout ce travail-là. Du coup, ils se sont dit, bah tiens, pourquoi pas utiliser ces hommes qui sont là, qui sont dans une version simpliste, et en fait de les modifier légèrement pour qu'en fait ils acceptent ils soient justement aptes à venir nous aider et qu'ils acceptent cette collaboration. Et du coup, au début, ils ont essayé, ça ne fonctionnait pas. Ils ont du coup modifié l'ADN des humains comme on les connaît en plusieurs reprises. Voilà, ça a été plusieurs, jusqu'à ce qu'à un moment, ils ont un être viable, ou vraiment viable. C'est-à-dire, ils ne se décèdent pas, ils collaborent, parce qu'ils avaient aussi des êtres alors, je crois qu'on parle de Néandertal, justement, qui étaient parfaits de leur point de vue, mais qui collaboraient pas du tout. C'est-à-dire que s'ils disaient va couper des arbres pour nous les ramener, ils disaient mais non, l'arbre a comment dire, une essence, une Une intelligence, conscience, je vais ouais. pas le détruire pour vous l'amener. Alors du coup, ils ont dû brider tout cela. Et du coup, il y a tout un enchevêtrement pour créer un homme qui est celui
que l'on est en ce moment, avec des particularités fantastiques, c'était qu'à la fois il était obéissant, mais qui détenait, c'est vraiment le côté plus intéressant, en lui-même l'ADN de ceux qui venaient de cette planète là-bas, et qui évolue jusqu'en 12e dimension. Et ça a créé des conflits en interne de leur côté, parce qu'en fait, bah, tu as créé un être viable, ok, super, mais en même temps, tu lui as donné une partie de notre ADN. Ce qui fait que si ces hommes se rendaient compte en fait de tout cela, ils auraient la capacité en fait de devenir comme nous. Donc eux, ils diraient ne plus être des animaux pour devenir des dieux. Et du coup, c'est un peu ce qui pourrait se passer. Et c'est pour ça que il faut surtout pas que les humains, en tout cas de leur point de vue, se réveillent et réveillent en eux en fait cette capacité qu'ils ont dans leur ADN, parce qu'en fait, ils auraient la capacité de muter en fait sur différents niveaux. Voilà. En gros, pour faire simple, voilà, c'est ce que l'on perçoit en hypnose sur voilà des centaines d'enquêtes, hein. Forcément, là, j'essaie de résumer assez Oui, oui. simplement ce qu'on en a compris, mais ça nous a pris beaucoup de temps pour essayer de comprendre tout cela et d'en arriver à ce genre de conclusion. D'ailleurs, je peux aussi dire que c'est en cours, parce que là, effectivement, j'ai des milliers d'enquêtes, donc j'arrive à avoir une sorte de comment dire, d'historique ou d'histoire. C'est possible que dans 3 ans, j'affinerai encore plus tout cela, qu'à force de faire des enquêtes et des enquêtes, on arrive à avoir de plus en plus d'informations, parce que c'est comme si l'histoire aussi commençait à s'ouvrir. On a des fois, on me pose la question, mais en fait, vous avez accès à tout là, de l'autre côté. En fait, non, on n'a pas accès à tout. C'est pour ça que des fois, il y a des enquêtes qui ne peuvent pas se faire. On va parler à des êtres qui ne veulent pas nous répondre. Voilà, c'est normal. On a des êtres qui ne sont pas accessibles. On a des champs de conscience qui voilà, inatteignables pour nous. Il y a plein de choses qui ne sont pas possibles, mais quand même, on voit que tout commence à s'ouvrir et à se déchiffrer devant nous. Donc voilà, c'est intéressant, hein, mais après, chacun voit si c'est de la science-fiction ou si ça leur parle. Mais en gros, c'est ce qu'on a vu, c'est une intervention. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas créé l'humain, il y avait déjà une forme de base, et qu'à un moment, ils ont justement essayé de faire des essais. Alors, c'est des essais sur du temps long. Là, j'explique d'une façon comme si ça s'était passé en une semaine, mais forcément, c'est des interventions qui ont duré et qui ont du coup pris pas mal de temps. Hum, Même si, au regard de la généalogie, en fait, il y a eu un moment, un boom en fait de l'évolution de l'humain. Et effectivement, ça pourrait expliquer cela, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs branches, et qu'à un moment, il y a eu une forme qui a été viable. Ils ont comme abandonné les autres pour faire se multiplier cette branche-là. Voilà. Après, une personne qui serait plus religieuse pourrait dire, mais en fait, oui, c'est intéressant parce que cet endroit-là, ce dôme énergétique dans lequel on Oui, est, c'est en ça, le fait, c'est jardin comme d'Éden. voilà, c'est ça, c'est comme le jardin d'Éden. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de simplification dans certains récits bibliques, et c'est là où on revient. Mais nous, on amène un peu plus voilà, de contexte et de perception par rapport à cela. Donc, ça peut peut-être aider à la compréhension. Oui, c'est ça, hein, c'est intéressant parce que c'est comme si vous aviez en tout cas une trame pour toutes les questions qui peuvent paraître des inconnus ou en tout cas des manquements à notre histoire. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant d'être un être humain. On se sent un peu parachuté dans un monde où on ne comprend pas les règles du jeu, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas pourquoi on est différent des autres animaux. Enfin, il y a plein de questions comme ça qui se soulèvent. Euh, Il y a toute cette histoire justement avec Enki, Enlil, Anu et qu'on retrouve hein, bien sûr dans les tablettes sumériennes. Et donc tu en parlais hein, par rapport à cet ADN. Donc finalement, pour que l'humain soit viable, il a dû récupérer 100% hein, de l'ADN de ces êtres. Et donc tu dis que, enfin tu as perçu qu'il y en a 97% qui n'est pas activé. Et c'est en activant petit à petit cet ADN dit poubelle qu'on arriverait à vibratoirement, donc c'est ce que tu nous dis hein, depuis tout à l'heure, rejoindre énergétiquement ces êtres. Est-ce que c'est vraiment ça la spécificité de l'humain, c'est d'être capable d'avoir en potentiel la possibilité d'accéder à toutes les autres dimensions, et c'est aussi d'ailleurs comme ça que vous pouvez, vous, faire vos enquêtes. Est-ce que c'est grâce aussi à cet ADN poubelle? On peut voir ça comme ça, oui. Alors, c'est pas uniquement par rapport à cela, c'est surtout qu'on est venu s'incarner dans un corps biologique qui est le nôtre, là, en ce moment même, qui est un véhicule, finalement. Parce qu'il n'est pas nous-mêmes. Une fois qu'on est décédé, on récupère encore plus de capacités que ce que l'on a en ce moment même. Plus de clairvoyance, plus de mémoire, une fois qu'on décède, par exemple. Ici, c'est vraiment vécu comme un outil pour, voilà, je sais pas, un corps biologique, en fait. Juste ça, un véhicule.
Et une fois qu'on se met dans cet esprit-là de se dire, OK, alors si ce n'est qu'une voiture, voilà, un moyen de transport, ce corps, qu'est-ce que je fais la nuit? Est-ce que j'ai d'autres expériences? Qu'il y a possibilité d'autres choses, d'aller prendre des informations? Et ça peut être intéressant de le voir sous ce côté-là. C'est aussi intéressant de voir comment fonctionnent tous les mondes au-dessus et que finalement la limitation de ce que l'on voit ici sur Terre n'est que vraiment le début de toute l'expérience. Il y a vraiment tellement tout autour, c'est incroyable et que en fait on est vraiment très limité en fait incarné sur Terre. Après avec ce qu'on appelle l'ADN poubelle, c'est vrai qu'on voit qu'ils nous ont donné toutes les capacités, mais ils ont tout éteint. Donc ça veut dire que vraiment, ils nous donnaient, voilà, pour qu'on survive, pour qu'on puisse accepter, voilà, tout cela, ils ont vraiment tout éteint, toc, 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 toc. Mais en même temps, il y aurait moyen de les rallumer. À une grosse différence près, c'est qu'il faut aussi le terrain énergétique pour les rallumer. Et s'il y a peut-être une chose que dans la compréhension qui est cruciale, parce que par exemple Dolores Cannon avait bien expliqué qu'on avait plusieurs corps, un corps voilà, partie supérieure, partie éthérique. Dans plusieurs religions, on connaît aussi tous les corps en fait. C'est quelque chose, les chakras, c'est pas une vraie découverte. Là où je pense que ça peut amener de la clarté, c'est sur la Terre et le fait qu'elle ait plusieurs corps elle-même. C'est-à-dire que dans mon observation, je vois que notre Terre avant avait plusieurs corps. Comme je l'ai expliqué sur cette planète qui avait plusieurs Oui, dimensions, notre planète avant avait plusieurs dimensions. Et que du coup, si une personne décidait avec son plan de conscience, avec sa réflexion, sa conscience, de monter, un peu comme si on montait dans cet ADN, d'allumer plus des voyants que d'autres et d'en éteindre d'autres, et ben en fait, il se retrouve projeté au niveau de conscience qui est le sien, donc dans une dimensionnalité de la Terre qui serait pas la même. Et c'est là où on peut parler un peu de la suite ou du rapport un peu, on pourrait dire, avec les géants, même si j'aime pas trop ce mot, mais ça peut expliquer. C'est-à-dire qu'on a vu que une fois que ces êtres étaient créés, ils avaient la capacité de réveiller tous ces parties endormies de leur ADN et d'évoluer sur différents plans de la Terre. Ainsi, un être qui était purement un être biologique incarné sur Terre en 3D. Alors, c'était pas la même 3D qu'en ce moment, parce qu'il y avait quand même plus de claire conscience en fait des choses. On voyait que c'était plus simple pour ces êtres-là à expliquer. C'est comme si ils étaient voilà dans la nature et que ils demandaient voilà j'ai besoin de me nourrir, j'aurais besoin de fruits et comme s'ils avaient l'information tout de suite de où il fallait aller pour en trouver et comme si la nature leur répondait pour leur dire tout de suite où elle se trouvait. Donc il y avait une forme d'information perpétuelle partout et de facilité de la vie qui n'était pas celle qu'on peut connaître maintenant dans notre densité. Et si un être avait envie d'évoluer spirituellement, il avait la capacité justement de mettre certains aspects de son corps biologique en éteint et de rallumer d'autres parties. Et quand ils faisaient cela, ils augmentaient d'autres parties plus élevées de leur ADN et du coup montaient sur un palier au-dessus. En étant, sachant que bon, je l'explique avec des paliers et que ce soit un peu concret, j'ai fait des petits dessins justement pour expliquer tout cela, mais sachant qu'il n'y a pas différents étages, tout est imbriqué l'un dans l'autre. Ainsi, une personne devient comme un peu plus évaporeuse, on va dire. Et puis, si elle passe en 5D, là, on la voit plus du tout. Et là se retrouvent des personnes qui sont, par exemple, en 5D, qui ont la capacité de revenir en 3D, s'ils le souhaitent, et de revenir, de partir en 5D. Et puis après, ils atteignent un autre niveau, ils arrivent en sixième, et ainsi de suite. Et c'est ce qui se passait, de mon point de vue, avec l'Atlantide. C'est que l'Atlantide n'a jamais existé sur le plan physique des choses, mais étaient sur un niveau plus élevé en fait de conscience, ce qui fait que lorsqu'on dit qu'ils ont chuté avec le déluge, en fait ils ont chuté en dimension et se sont retrouvés, en tout cas une minorité d'entre eux, retrouvés sur la Terre, et ils ont chuté justement à ce moment-là. Mais c'est intéressant de le voir comme cela en plusieurs paliers, parce que maintenant on se retrouve tous sur le même palier, et que même si un être va être... parce que des fois on a dans le monde ésotérique ou spirituel des personnes qui lui disent moi je suis sorti de la matrice, moi je suis bien au-delà de tout cela, j'ai tout réveillé, en fait c'est pas possible en fait. Techniquement c'est pas possible. On rencontre régulièrement des gens qui se disent d'eux-mêmes qu'ils sont bien au-delà de tout cela. En réalité, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que on n'a pas sur la Terre en ce moment même ce qu'on appelle la grille cristalline n'est pas réactivée. C'est une grille qui, comme reposerait sur des colonnes de lumière, voilà, et qui seraient justement des endroits telluriques qui pourraient créer un autre étage. Et lorsque un autre étage serait créé, alors on pourrait éventuellement passer sur une autre dimensionnalité de la Terre. Donc ça veut dire que, vu que tout cela a été détruit, on peut y revenir plus tard, mais
tant que tout cela n'est pas reconstruit énergétiquement, là on ne parle pas physique, hein, on parle vraiment énergétiquement, alors ce n'est pas possible de passer sur une autre espace-temps. Alors, moi, personnellement, j'ai déjà perçu un autre étage, mais après, dans une Ouais, explosion. Enfin, espace-temps. voilà, voilà. Mais il y avait peu d'êtres, hein, en tout cas. Mais après, voilà, on a tous des fragments, hein, c'est ça qui est intéressant. Euh, donc, ce que tu nous dis aussi, à travers tes explorations, on parle un petit peu de l'Atlantide et de la Lémurie. Mhm. Et donc, ce que vous avez perçu, vous, c'est que l'Atlantide n'est pas un continent physique, mais en fait une civilisation éthérique et qui était donc ancrée sur cette grille cristalline dont tu nous parles. Et Mhm. finalement, c'est un petit peu pour ça qu'on ne retrouve pas de vestiges. Comment ça se passe? Et je sais que bon, on va parler après de Tiamat, mais en tout cas, voilà, comment ça se passait à l'époque pour, enfin, du coup, avant le déluge, pour cette civilisation atlante et en lien avec la Lémurie. Ouais. Alors, on peut trouver quand même un peu des vestiges dans le sens où elles étaient basées quand même sur des socles physiques pour envoyer justement une énergie, des colonnes de lumière encore plus grandes et encore mieux faire reposer en fait leur cité. Donc c'est pour ça qu'on trouve en général à l'emplacement précis alors souvent des pyramides, voilà, des choses qui vont justement être une espèce d'apport énergétique qui sera conséquent pour pouvoir bien tenir leurs cités qui sont au-dessus et pour leur donner encore plus d'énergie en fait de l'autre côté. Mais typiquement, toutes les statues qui pouvaient y avoir de l'Atlantide ou les monuments ou les êtres eux-mêmes, tout cela a été déchiré justement avec ce qu'on appelle le déluge et du coup n'existe plus. Ils sont partis, ils sont sur un autre espace-temps, ou alors ils sont partis bien, bien plus loin, ou alors ils ont chuté sur Terre. Encore plus pour la Lémurie qui est partie encore plus rapidement, qui était encore plus haute, et qui était une race un peu plus compliquée à comprendre parce qu'elle n'est pas de l'ordre de l'humain, sachant qu'il y avait encore des niveaux au-dessus qui nous sont encore plus inaccessibles, où il y avait des êtres qui sont plus de l'ordre de ce qu'on a appelé les jardiniers de la Terre tout à l'heure, et qui organisent et qui géraient en fait certains aspects de la vie. Voilà. Bon, après, tout ça a été arraché, tout ça a été, voilà, a été dissous. Mais en tout cas, c'est notre compréhension des choses. C'est comme ça que moi, je le comprends. C'est effectivement cette multidimensionnalité de la Terre, en fait, qui fait sens parce que quand on y réfléchit, un corps humain qui est le nôtre est effectivement a une conscience et a plusieurs multidimensionnalités. En fait, la Terre est aussi un être vivant. On voit aussi une conscience à l'intérieur de celle-ci. Et on voit aussi qu'à l'époque, elle avait plusieurs niveaux de dimensionnalité. Donc, il y a un incident qui fait que donc il y a une planète entre Mars et Jupiter, Tiamat, donc qui explose. Et c'est lié à des guerres, hein, je crois, liées à Orion. Enfin, dans mon souvenir, c'est ça. Oui, dérivé d'Orion. Ouais. Mm. Voilà, c'est ça, dérivé d'Orion. Les Atlantes sont obligés de fuir à travers des portails interdimensionnels, interstellaires. Euh, et là, donc, l'eau de Tiamat va venir se déverser sur la Terre, provoquant le déluge. Et ce que vous nous confiez à ce moment-là, pour moi, c'est très surprenant. C'est l'idée que la conscience de Gaïa, à ce moment-là, se décorpore Mm. pour abandonner son enveloppe physique. Qu'est-ce que ça veut dire en fait et est-ce que Gaïa du coup est revenue? Est-ce qu'elle est toujours là? Enfin, où est la conscience Gaïa dont tout le monde parle? Ouais. Et ça va faire le lien avec Dolores Cannon, je pense, parce que effectivement, nous, on voit cette Terre qui, à un moment, il y a un conflit. Voilà. Et au bout d'un moment, en fait, ces êtres qui sont involutifs font un acte tellement incroyable, c'est qu'ils détruisent une planète. Et pour montrer vraiment, voilà, nous, on va jusqu'au bout. Et en fait, à l'époque, ils voulaient effectivement retirer toute l'énergie en fait des planètes. Alors, ils les extraient comme on extrait du pétrole. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, des pyramides dans lesquelles en fait on extrait. Sauf qu'au début, c'était une extraction qui était assez raisonnée. Et au bout d'un moment, ils se voulaient de plus en plus, ils en voulaient toujours plus. Et à un moment, les êtres de cette planète de Tiamat ont dit non, non, nous on collabore plus. Ça fait souffrir notre planète. Ils le ressentaient dans le plus profond d'eux-mêmes. Ils ont dit on collabore plus, on fait plus cela, on va plus vous donner les matériaux, voilà, tant pis, voilà. Et ok, bon, c'est comme ça, paf, on explose la planète. Et du coup, cette planète qui était massivement d'eau, a répandu, elle était entre la planète Terre et la planète de Mars, en fait, a répandu son eau tout autour d'elle, mais a surtout eu une onde de choc qui a été très violente.
Donc l'onde de choc a été plus importante que cette eau qui a été une conséquence en fait. Et même si la Terre n'était pas directement à côté, en fait, elle l'a quand même ressenti et ça a été tellement fort, tellement violent qu'en fait, ça a d'abord supprimé en fait toutes les dimensionnalités. Donc les êtres qui ont compris qu'il y avait une explosion sont tout de suite partis. Parce qu'ils sont ils ont la télépathie, ils ont la communication, ils savaient en fait qu'il y avait une explosion et que l'onde de choc allait leur arriver dessus, un peu comme si nous on savait qu'il y avait eu un tsunami, qu'il fallait absolument partir. Ils sont partis. Voilà. Sauf que c'était dans un timing qui était visiblement, par exemple, en minutes ou en heures, s'il fallait donner une sorte d'idée. Donc, on va dire que 90% ont réussi à partir, mais certains, en fait, n'ont pas eu l'information et se sont fait piéger. Et du coup, eux sont tombés, en fait, sur Terre. Mais la plupart, effectivement, sont partis. Le deuxième effet, c'est effectivement que la conscience de la Terre, ça a tellement été fort et impactant pour eux, c'est qu'en fait, la conscience de la Terre, en fait, s'est désolidarisée de la Terre elle-même et restée un peu comme dans un état comateux, c'est-à-dire qu'elle se retrouvait un peu à côté, pas vraiment en fait à la distance de son corps qui était la Terre et ne l'avait pas intégré. Et c'est resté pendant beaucoup d'années parce que c'est assez récemment qu'elle est revenue progressivement s'incorporer. Et ça vient directement avec Dolores Cannon, c'est-à-dire qu'elle, elle a expliqué dans toutes les sessions qu'elle a fait avec ses clients, qu'elle voyait qu'il y avait de plus en plus d'êtres qui venaient s'incarner directement de la source. Comme j'ai expliqué juste avant, on a effectivement ce fonctionnement où on a une partie supérieure, une partie éthérique et une partie qui vient. Voilà, c'est le schéma classique, même s'il n'est souvent bien plus complexe que cela. Mais elle a commencé à se rendre compte qu'il y avait des êtres qui venaient directement de la source ou qui venaient directement pour la Terre. Et à chaque fois, la question, c'était mais pourquoi vous venez là? Et il dit en fait, on vient parce qu'on a reçu un appel de venir aider à faire monter la Terre du coup dans ses fréquences. Et cet appel, il a été envoyé par la source et la Terre, la conscience de la Terre, Gaïa. En fait, c'est un peu comme si la source était venue voir Gaïa et lui dire voilà, je sais ce qui s'est passé. Maintenant, je te propose deux choses. Soit, effectivement, tu reviens dans ton corps et je vais t'aider pour revenir et que ce soit plus facile pour toi. Soit tu décides complètement de quitter ce corps-là et je vais prendre une autre conscience qui va venir te remplacer. Et du coup, elle a décidé de revenir. Non sans mal, mais elle a décidé de revenir et c'est un processus qui euh, se fait assez rapidement de son échelle à elle, mais qui a pris voilà, beaucoup d'années en fait dans notre incarnation sur Terre. Donc pour elle, ce serait quelques jours de revenir, voilà, comme si elle avait fait un travail psychologique pour revenir se centrer en elle-même. Et c'est assez récemment, je crois que c'était, on le voit, ouais, c'était peut-être il y a un an ou deux où on voyait qu'elle était complètement remise dans dans son corps et que maintenant elle commençait à justement expurger en fait tout ce qui n'avait pas lieu d'être et remettre de l'ordre dans tous ses corps. Ce qui fait que là, si il fallait expliquer assez simplement, on peut imaginer donc qu'on a la 3D, la Terre physique sur laquelle on marche, et qu'il y aurait ce qu'on appelle le bas astral, qui est une poche énergétique immense, mais vraiment immense. Elle est genre 10 fois plus grande qu'elle. D'ailleurs, en hypnose, on la voit assez facilement et on voit une espèce d'énorme masse en dessous de la Terre. Alors c'est une représentation, ce n'est pas la réalité, parce qu'elle est dedans. En fait, on baigne dedans également, tout en étant et en fait, c'est un bas astral qui normalement aurait dû partir. Mais à cause des fréquences qui sont inversées, tous ces êtres se retrouvent piégés, en fait, et ne peuvent pas partir. Donc imaginez que vous êtes décédé sur la Terre, et ben en fait, si vous avez décédé avec des très basses fréquences, au lieu de vous élever et de partir dans d'autres plans, bah, en fait, vous restez coincé, en fait. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec plein d'êtres, plein d'énergie qui ne devrait pas être là et qui vient plomber encore plus la Terre. Donc elle décide de purger tout cela, d'enlever, c'est le travail qu'elle fait en ce moment. Et forcément, ça a des répercussions aussi sur ce qui se passe en ce moment sur Terre. Ça, on l'explique, alors pas dans le livre, mais plus dans les enquêtes sur ma chaîne YouTube. Mais forcément, même beaucoup le sentent. Je me souviens quand on avait parlé, qu'on voyait cela, on a tout de suite eu des contacts de personnes qui sont des passeurs d'âme, en fait, qui voient en fait les défunts au quotidien. Ils disent, mais en ce moment, on est en plein, on ne sait pas ce qui. Ça a donné de l'explication à pourquoi, en fait, ils avaient tant de passages, d'êtres qui passaient, du coup, comme s'ils passaient d'un étage à un autre. Et donc, du coup, il les voyait comme ça partir et ascensionner. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ces êtres-là qui étaient coincés. Mais du coup, voilà, on en est là. Et forcément, ça a des conséquences sur notre quotidien et sur ce qui se passe dans l'actualité, avec beaucoup de remue-ménage.
et qui est normal et qui va continuer encore. C'est marrant ce que tu dis parce que, enfin non, ça c'est pas marrant, mais plutôt ce que tu disais précédemment, dans le sens où moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait mon hypnose, c'était en 2016 avec une américaine qui avait été formée directement par Dolores Cannon. Mon hypnose était en anglais. Mhm. Et tout ce que j'ai vu, c'est justement que j'étais une conscience nouvellement créée directement de la source. Et tu sais, tu vois tes vies antérieures, et ta vie antérieure, c'est d'émerger de cette espèce de liquide mercuriel. Enfin, c'était très, très surprenant. Et clairement, moi, l'appel, c'était pour la Terre. Donc, en fait, c'est la Terre. Enfin, tu vois, j'ai communiqué directement avec la conscience de Gaïa. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'intention de venir. Mais c'est souvent perturbant parce que les gens se disent, mais avec toutes les connaissances que tu as, on dirait que tu es une vieille âme et tout. Mais moi, enfin, c'est très difficile de faire comprendre aux gens qu'en fait, je viens de débarquer et que c'est parce que je viens de Oui. débarquer que j'ai toutes ces connaissances et pas l'inverse. Et je trouve ça très surprenant, quoi. Je sais pas si tu en as eu. C'est c'est Ouais. tout à fait vrai, ouais. Parce que souvent, on a des personnes qui viennent vers nous, ah, moi, je suis une vieille âme, je suis, voilà. Je dis, bah, en fait, pourquoi tu t'en vantes? Parce que c'est pas forcément une gage de qualité. En fait, si tu es là depuis si longtemps et que, enfin, moi, je sais que je viens pour la première fois sur Terre, je reste pas. En fait, je fais mon Ouais, travail, c'est je ça. m'en vais. Et peut-être pour toi aussi, mais voilà, si Mhm. tu es là depuis des milliers d'années, en fait, qu'est-ce que tu n'as pas compris au jeu, en fait? Donc ça veut dire que, alors, il n'y a pas d'échelle de grandeur ou de bien ou de pas bien, mais ça veut dire que tu es là depuis très longtemps et que bah, tu es peut-être un peu piégé, en fait, dans ce système-là. Donc voilà. En tout cas, oui, il faut se méfier de tout cela. Il n'y a pas de hiérarchie, de vieilles âmes ou de personnes qui connaîtraient plus que d'autres. C'est pour ça que j'aime bien aussi amener beaucoup plus de pédagogie et de dire, par exemple, même avec l'hypnose, moi, ça ne fonctionnait absolument pas au début, mais vraiment absolument pas. Et à force de m'entraîner, à force de faire de la méditation, de faire des inductions, de faire de l'hypnose, bah, en fait, ça vient au fur et à mesure, et puis ainsi de suite. Et puis, ça se décuple en fait dans les perceptions, ce qui fait que maintenant, ça devient très simple de partir en état modifié de conscience et de pouvoir obtenir des informations et d'être plus juste aussi dans tout cela. Et c'est justement à ce moment-là, au moment où je me suis incarné, parce que j'ai vu que l'énergie que j'étais s'est subdivisée en des milliers d'êtres. Hein. J'ai l'impression, voilà, que c'est pas juste cette conscience qui est arrivée, qui est que Sydney. Et c'est à ce moment-là que j'ai perçu sur une dimension intermédiaire, donc des êtres qui évoluaient dans un autre plan. Mais après, j'ai pas plus d'infos. Euh, Ce qui est intéressant, donc, c'est. Mais par contre, voilà, ce qui est très surprenant, c'est cette histoire de. Moi, c'est ce qui m'a le plus surpris hein, dans ton livre, hein, c'est cette histoire de conscience de Gaïa voilà, qui est partie et qui revient. Et cet effondrement de la grille cristalline qui laisse un petit peu voilà, la place à toutes les entités involutives, pour le coup. Donc, on appelle les dracos, les reptiliens, les insectoïdes, et ainsi de suite qui sont donc un petit peu obligés de se nourrir de nous pour survivre. Et il y a toute cette idée aussi de prison karmique. Alors, voilà, quelles sont les informations que tu as eues, toi, sur ce karma et ces pièges involutifs? Oui, c'est vrai que dans un premier temps, en fait, nous les humains, on était juste là pour donner un petit coup de main, et puis un moment où il y a eu ce problème avec le déluge, bah, en fait, on nous a un peu laissé de côté. Voilà. Finalement, en fait, la planète était même à deux doigts d'imploser. Du coup, des êtres assez bienveillants ont posé en fait des structures pour pouvoir stabiliser la Terre. Et du coup, en fait, sont après ont pas pu nous aider plus parce que la matrice, en tout cas le fait que toutes les informations, tout était inversé, les éloignait de plus en plus et nous rendait inaccessibles. Et au début, nous, les humains, on était vraiment, voilà, c'est pas grave, ils sont là, voilà, peu importe. Et en fait, on a une particularité, ils se sont rendus compte, mais ils ont mis du temps. C'est paradoxal, mais entre le moment où il y a eu effectivement ce déluge, il y a eu des êtres peu nombreux qui ont survécu. Donc des humains qui étaient là, voilà. Ils ont collaboré des fois avec des êtres qui étaient, on a parlé d'Atlantide, qui étaient tombés d'Atlantide et qui faisaient des apparitions de temps en temps. Eux, ils avaient la possibilité en fait, de se mettre en état de stase, un peu comme si dans une falaise d'un rocher, voilà, d'une montagne, ils pouvaient se créer une sorte de couffin dans lequel ils rentraient, ils hibernaient pendant 200 ans, ils ressortaient et ils venaient pendant quelques mois en fait expliquer aux humains des choses, et juste essayer d'appeler à l'aide pour qu'on vienne les chercher. C'était ça qu'ils voulaient en premier lieu. En fait, ils appelaient à l'aide, on venait pas, bon, et du coup ils se mettaient ils avaient ces humains qui étaient là et qui les voyaient plus grands, et donc ils étaient un peu et il leur a commencé à leur donner en fait des informations. Donc c'est pour ça qu'il y a des récits par rapport à cela. En tout cas, c'est comme ça que nous on le comprend.
Et que du coup, ces humains sont restés là, et à un moment, ils sont partis. Voilà. Et puis, les humains étaient toujours là, et puis se multipliaient, et puis, en fait, les êtres involutifs, donc les êtres malveillants qui avaient justement provoqué la chute de la Terre, en fait, ont commencé à regarder un peu les humains. Ils se sont dit, mais attends, il y a un truc qui est pas mal avec eux, c'est qu'en fait, ils se multiplient là sur la Terre, mais en fait, vu qu'ils sont comme des petits dieux, mais qui n'en ont pas conscience, ils projettent énormément d'énergie. C'était pas prévu à la base. C'est pas pour ça, en fait, mais l'aspect négatif qui avait été déploré par certains Anunnaki, en fait, se révèle pas mal parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'est une capacité à bouger, à être très émotif, et en fait, ça produit beaucoup d'énergie, ça allait commencer à les intéresser. Et ils se sont dit, bah tiens, on va les faire se multiplier, on va justement faire en sorte de les mettre dans des circonstances où justement, ils nous donnent l'énergie, plus ou moins indirectement. C'est-à-dire qu'au début, ils se sont fait passer pour des êtres venus d'ailleurs, des sortes de demi-dieux, et pour remplacer en plus les êtres qui étaient là avant, et du coup prendre le relais, mais en tout temps demandant une monnaie d'échange. Alors, pour avoir ça, faut faire ça, faut ainsi de suite. Et la Terre et leur dimension s'éloignaient de plus en plus, du coup, ils étaient de plus en plus abstraits. Ils étaient de moins en moins à venir présentement dans le physique s'incarner, mais plus trouver des intermédiaires. Comme si à un moment, ils avaient dit, bon voilà, je veux un chef, et je parlerai qu'avec le chef. Et du coup, et parler, d'avoir à chaque fois ces communications. Le but pour eux, c'est tout le temps d'avoir des énergies. Voilà, c'est vraiment le plus important. C'est pas les matériaux, c'est pas maintenant dans les conditions actuelles, c'est vraiment d'avoir notre énergie et du coup de nous mettre dans des situations où on va déployer énormément d'énergie. En fait, on remue beaucoup en fait de leur point de vue. D'ailleurs, de point de vue de tous les, on est là et on a 100 000 dans la tête. C'est le cas, on veut trouver des réponses. On est comme des abeilles enfermées dans un verre. On essaie de trouver une sortie sans pouvoir la trouver parce qu'on est enfermé. Et effectivement, on ne comprend pas. Et puis on se chamaille. Et tout ça, ça génère beaucoup d'énergie qui récupère. Et voilà, c'est ce qu'on a pu voir après par la suite. C'est que du coup, ils ont mis des sortes d'emprises. Là où c'est un peu pervers, c'est qu'à la fois, ils nous laissent notre plein arbitre, mais en même temps, ils nous limitent. Donc, à chaque fois, une sorte de contrôle où on va justement, on te laisse faire, hop, on revient, et puis on va un peu, les Anglais diraient du damage control, c'est-à-dire qu'on va pas non plus essayer de vous contrôler directement, mais en même temps, hop, on limite, et puis pour avoir tout le temps un maximum d'énergie qui vienne vers eux. Pour pas qu'il y ait de confusion, parce que il y a beaucoup d'infos dans ce qu'on dit, donc prenez le temps de tout réécouter, voyez l'émission plusieurs fois, et puis évidemment, vous avez encore plus de détails dans le livre de Mathieu que je vais remontrer. Voilà, Voyage au cœur de l'humanité, aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Il y a aussi donc les envoyés, on va dire, pour aider la Terre, les vagues de volontaires. Au départ, c'était des prophètes qui ont été envoyés, puis après, il y a eu on le sait, suite à la Seconde Guerre mondiale, des vagues de volontaires. Mhm. Comment tu situes donc les vagues de volontaires par rapport à ces dieux qui ont été vénérés, par rapport à tout ça, pour être Ouais. sûr que voilà, on fasse pas de confusion au niveau de tout ça. C'est vrai que là, je suis un peu revenu dans le temps en arrière pour pouvoir donner le contexte après la chute. Si on revient sur, par exemple, Dolores Cannon et juste les vagues de volontaires, effectivement, on a d'abord vu des sortes d'êtres qui sont venus, alors plusieurs, parce qu'on n'en voit pas que, par exemple, que Jésus, il y en a vraiment eu plusieurs partout. Voilà. Bouddha, Voilà, certains ont été complètement oubliés, mais en fait, ils ont posé les bases. C'est-à-dire qu'ils sont allés au moment où, quand ils nous l'expliquent, c'est au moment où un peu le dernière fenêtre de tir, avant que ça devienne vraiment très opaque dans les connexions, pour pouvoir revenir à un moment où ce sera plus moins chargé. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc des êtres sont venus avec la pleine connaissance de tout. Voilà, ils venaient directement. Ce n'est pas des êtres volontaires, c'est encore plus une version au-dessus ou des êtres qui savent tout, voilà, qui peuvent aider pour vraiment impacter et pour dire voilà, quand il y aura un réveil plus tard dans 2000 ans, on va espérer là-dessus où il y aura une fenêtre de tir qui sera intéressante. Et ben en fait, on aura toutes ces graines qui ont été posées un peu partout pour que ce soit un peu plus tangible. En tout cas, ils avaient une lecture des lignes de temps par rapport à cela, où justement ils venaient un peu comme poser des petits, voilà, des graines. Je pense que c'est le bon exemple. Et du coup, après, dans un temps différent, où en fait là, Gaïa revient vraiment en elle, et elle a besoin qu'il y ait plein d'êtres qui viennent s'incarner sur Terre. Des fois, des êtres pour qui ça a été très difficile. C'est pour ça que Dolores Cannon parlait de vagues de volontaires. C'est qu'on voit vraiment des vagues, et même des fois de races
qui viennent s'incarner sur Terre. Alors des races qui sont au-delà de l'humain, hein, qui sont certaines qui ont des qualités particulières pour venir à certains moments donnés venir s'incarner sur Terre. Et effectivement, on a vu que la toute première vague, en fait, un peu comme quand il y a une tempête de neige et qu'il y a de la neige partout, en fait, va faire un trait dans la neige, voilà, et ils sont un peu vraiment tout seuls à déblayer le chemin. Et puis derrière, ils ont une deuxième vague qui vont utiliser le chemin qui a été peut-être tracé pour déblayer un peu encore mieux. Et une troisième vague. Et là, on a la quatrième et on a même la cinquième qui arrive maintenant. Où à chaque fois, on voit des qualités qui sont différentes. Et là, la cinquième, ça va dégommer. Ça va dégommer. Ouais, c'est ça que Et j'allais te demander. On sait un peu les dates pour la cinquième, ça a commencé, ça n'a pas encore commencé, non, hein? alors, j'ai note dans le livre, mais forcément, c'est à Ouais, coup de dizaines d'années. Et c'est ouais. vraiment après la Seconde Guerre mondiale où on a commencé à voir les premières vagues. Mais toutes les 10 ans, voilà, on a les vagues qui peuvent se succéder. Elles sont pas, voilà, c'est pas fixé d'une manière si impérative que ça, mais c'est vraiment, comme il y a un moment, un élan. Il y en a plein qui viennent s'incarner. Après, on a un retour d'informations sur la difficulté d'être incarné sur Terre. Et c'est pour ça que les premières vagues ont vraiment essuyé les plâtres, où ça a été vraiment très difficile pour eux. Et après, ça a été plus simple, où là, même la troisième vague, ce serait plus des personnes qui sont nées autour des années 80, par exemple, ou Mm. ouais, quatrième vague, après, par la suite, les années 2000. Voilà. Dans le livre, je l'explique un peu plus Non, clairement, non, effectivement. dans le livre, t'expliques très bien. Moi, c'est la date que je te demande, c'est pour la cinquième vague. Est-ce qu'on a une idée de la date C'est de la maintenant, cinquième? c'est maintenant. C'est 2020, on va dire. Ce sont les êtres qui naissent en ce moment et qui vont bientôt être justement, parce que là, pour l'instant, ils sont enfants, mais qui vont être en capacité de vraiment dégommer dans le tas, hein. Et on les voit en mode bulldozer. En fait, quand je dis dégommer dans le tas, c'est vraiment au niveau énergétique de rayonner et de pouvoir être un peu sans concession. Ce qui était une qualité, par exemple, des plus de la troisième vague, c'est d'être plus rond, plus malléable, plus médiateur, où en fait on avait une vraie volonté de ces êtres qu'ils soient à pouvoir expliquer certaines choses qui ont été déblayées. Encore une fois, j'explique, hein. Donc il n'y a pas mieux ou moins bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à même d'amener peut-être des informations là aujourd'hui. Peut-être que des personnes verront cette interview dans 20 ans. Ils vont se dire, oh là, mais ils connaissent pas ça, 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 parce qu'en fait, ça aura été accessible dans 20 ans. Et moi, je le vois directement avec les sessions que je peux faire. La toute première session que je fais, là, je fais une digression, hein, désolé, mais la toute première session que j'ai faite, ma partie supérieure s'est présentée à moi et en fait m'a dit voilà Mathieu, tu vas faire de l'hypnose, ça a fonctionné, tu vas faire une sorte d'école, tu vas être populaire, tu vas voir que ça va marcher, voilà. Et c'est tout ce qui s'est passé, hein, d'ailleurs par la suite. Et la dernière information que j'avais eue, c'était que les états modifiés de conscience allaient devenir tellement faciles au fur et à mesure que les gens à la fin n'auraient plus besoin d'hypnothérapeutes, plus besoin de personnes d'intermédiaires pour pouvoir partir dans ces mondes-là et que ça allait devenir accessible à tout à chacun en fait. Donc ce sera la dernière étape, peut-être dans les années à venir, et peut-être que dans 20 ans, les personnes regarderont l'hypnose en disant mais pourquoi ils avaient besoin de personnes, ou ça sera démocratisé et on passera justement pour des personnes qui sont peut-être limitées dans leurs Ouais, possibilités, trop mais c'est dense. Ouais. ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, comme Dolores à l'époque n'aimait pas l'utilisation d'Internet, mais c'était l'Internet de l'époque. Là, aujourd'hui, on Oui, peut oui. avoir en direct des personnes qui nous suivent et faire cette interview et pouvoir communiquer en même temps et échanger les uns Ouais. avec les autres pour pouvoir proposer les idées. Et on ferait une hypnose en ce moment même. Bon, même si je la recommande pas quand c'est une toute première approche, mais si quelqu'un a l'habitude, c'est extrêmement simple. Moi, je le fais tous les jours et ça fonctionne très très bien. Mm. Oui, Bon, comme on désolé voit pour. que, par exemple, à l'époque du Moyen-Âge, il fallait de la magie extrêmement compliquée pour accéder à un truc, allez, 1000 fois moins efficace que ce qu'on fait maintenant en une fraction de seconde, instantanément, sans rien, sans faire de rituel et sans quoi que ce soit, quoi. Oui. Bon. Ouais, c'est ça. On voit que ça évolue. Ton ouvrage déconstruit un petit peu le mythe des sauveurs, hein, notamment au niveau des galactiques. Par exemple, les Pléiadiens, les Arcturiens, les Andromédiens et compagnie. Euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau galactique? Alors, on voit bien qu'il y a comme des hologrammes de négociateurs. Il y a tu parlais justement qu'il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de président d'un pays ou un autre qui serait là pour mettre en place un plan secret pour, voilà. Euh, Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de ça et pourquoi ça apparaît maintenant? Pourquoi on capte maintenant tous ces peuples galactiques alors peut-être qu'avant au Moyen Âge on pouvait pas. Enfin, qu'est-ce qui se passe?
Oui, oui, effectivement. Alors, c'est un sujet très complexe, alors que soit la politique, soit effectivement le côté galactique des choses, parce que tout est assez imbriqué et chacun mène sa partition d'une manière plus ou moins bien. Voilà, plus ou moins bienveillante ou aidante pour nous. Euh, à chaque fois, le message qu'on reçoit, c'est tout le temps, il faut faire le travail pour soi-même. Voilà. Il faut être indépendant, il faut arriver à trouver les solutions par soi-même, et c'est vraiment nous-mêmes qui allons nous sauver. Après, on a des êtres qui sont effectivement bienveillants de l'autre côté, qui vont tout faire pour nous mettre dans les conditions pour qu'on arrive à faire cela, mais ils ne feront jamais le travail pour nous. Donc en gros, leur travail on va dire des galactiques, de mon point de vue, c'est plus de contrecarrer ce qui se fait du côté involutif, plutôt que de le faire à notre place. Parce qu'à chaque fois, ils nous disent, vous avez une fenêtre de tir, vous pouvez leur profiter ou pas. C'est-à-dire que eux, ils sont dans une capacité ou dans une vision des choses à plus long terme, où ils se disent, mais en fait, vous avez aussi la capacité de ne pas prendre la main qui sera tendue, mais cette main-là ne va pas vous permettre. C'est vous qui allez devoir sortir ou aller la chercher, cette main-là. Donc, voilà, ils vont aider à ce que tout ce qui est mis pour nous entraver ne soit plus là pour ça. Et effectivement, qu'on soit en pleine capacité collectivement. Et c'est là où c'est important, c'est que même si une personne le fait, elle ne peut pas le faire pour tout le reste de l'humanité. Et c'est vrai qu'au niveau de la politique, on fait des fois on joue quand même le jeu d'aller regarder au niveau des 2 prochains mois, qu'est-ce qui voilà, se dessine, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur. Et on nous demande beaucoup de questions, par exemple, à la politique, avec certains hommes politiques en particulier. Et c'est vrai que c'est difficile pour nous parce que, enfin, c'est difficile. C'est surtout que des fois, certaines personnes n'en sont pas contents avec les observations que l'on fait, ou certains voudraient que, par exemple, le président des États-Unis soit le sauveur de l'humanité, alors que pour d'autres, en fait, c'est au contraire, c'est le diable incarné. Ouais, Nous, c'est de notre point de l'antéchrist. vue, Ouais. voilà, nous, ce que l'on voit, pour faire très simple, s'il fallait définir en une phrase, c'est l'idiot utile de l'histoire. C'est comme ça qu'on pourrait nous le donner. Alors, certains crient en disant, attends, comment ça utile? Ça voudrait dire que c'est bienveillant derrière. Et puis d'autres dire, ah mais non, idiot, alors qu'en fait, il sait très bien ce qu'il fait et que en fait, tout est orchestré. Chacun y verra comme il le veut, mais nous, on voit juste que, effectivement, on est dans une phase où tout va malheureusement s'écrouler et que bah, il y a besoin d'un chien fou pour en fait tout faire tomber en fait et puis mettre le bazar pour pouvoir révéler certaines choses. Donc c'est très bizarre. Et d'ailleurs, bah, à chaque fois, ça se déroule devant nos yeux en fait parce que c'est des choses qu'on avait prédit depuis le début, en tout cas avec nos mots de ce qu'il en est, et ça avait été le cas avec le Covid par exemple, où on avait vu une masse noire venir effectivement d'Asie, qui allait aller partout. C'est pour ça que la chaîne avait explosé à ce moment-là, où justement on voyait que tout le monde allait y passer en fait, et que bah, il fallait juste voir au loin l'avenir en se disant que ça allait mieux. On voyait une sorte de tempête justement, il fallait garder le cap, se dire voilà, on garde le cap, et voilà, c'était aidant en tout cas pour la situation, mais on est toujours dedans et malheureusement, on voit que ça va continuer encore pendant un petit moment, et même à l'heure où on parle, c'est assez catastrophique. Malheureusement, on voit que ça va continuer en fait. On voit que c'est un passage obligé et que on avait vu effectivement qu'il y avait eu ce côté sanitaire et que maintenant ça allait être le côté plus de destruction un petit peu qui se mettait en place, et qu'à chaque fois en fait le but qui est derrière, c'est à chaque fois de nous aller nous percuter en fait et nous faire sortir de notre en fait j'ai le mot qui me vient, c'est routine, mais il ne sera pas bon, mais en tout cas de notre réalité qui est la nôtre en ce moment, où on fait notre travail et tout ça, et puis en fait rebasculer un peu la carte en disant voilà, et si tu perds tout, si bah, comment tu vois ta vie. Et c'est vrai que par exemple, il y a eu un énorme coup de fouet au niveau de la spiritualité après le Covid. Pendant le Covid, les gens se sont posés de bonnes questions. Il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui, pour une fois, avaient du temps pour eux de se poser les bonnes questions. Et quand j'ai commencé, j'expliquais s'il y avait deux choses à aller regarder, c'est qui on est vraiment, effectivement, parce que certaines personnes, et je vois en formation, vivaient leur vie, voilà, bon, il y a un peu la fiche Bristol, j'ai eu les enfants, j'ai eu la maison, voilà, et puis bah, en fait, à un moment, Covid. On reste à la maison et on se dit, mais la dernière personne que j'ai envie de voir, c'est mon mari, est-ce que c'est normal? La dernière chose que je veux après le Covid, c'est retourner à mon travail. Est-ce que c'est normal? Et du coup, ça a permis aussi, malheureusement, donc c'est ce qu'on nous avait montré. C'est paradoxalement, c'est des êtres bienveillants nous avaient expliqué, écoute, on voit un projet qui n'est pas bon du tout,
mais en fait, quand on allonge la ligne de temps, on voit que ça va faire pchit. Donc, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose qui va se déployer qui n'est voilà, qui est pas lumineux du tout, mais qui en fait qui va comme s'éteindre de lui-même. Et en fait, le bénéfice-risque est en grande faveur par rapport au côté positif des choses. Et c'est ce qu'on avait effectivement vu. Et bon, c'était très particulier de vivre le Covid et avec cette optique-là. Et maintenant, ça fait sens. Parce qu'on peut se dire, effectivement, quand je vois le nombre de gens qui ont changé leur vie, où ça a été une révélation pour eux, on a beaucoup de personnes comme ça qui disent, voilà, après le Covid, j'ai fait ça, après le Covid, j'ai pris cette décision. Et ça a eu un effet incroyable. Et même au niveau psychologique, mais aussi spirituel, beaucoup de gens se sont éveillés à ce moment-là. Donc, malheureusement, il y a eu aussi des personnes qui sont restées, qui ont été très impactées négativement, mais il y a eu quand même énormément d'aspects peut-être positifs que l'on ne soupçonne pas vraiment. Mm. En parlant de ça, donc, qu'est-ce que tu perçois dans les hypnoses que tu fais actuellement sur, ben là, on va pas rentrer dans les détails, mais on est bien conscience qu'il y a peut-être une nouvelle guerre mondiale qui est en train d'arriver. En tout cas, il y a des choses qui se passent qui sont, pour l'humain, pas rassurantes, même si notre part divine peut prendre de la hauteur. Il y a cette idée aussi qui se joue, la nouvelle Terre, qui est comme un dédoublement de réalité. Est-ce que ce qui se passe va accélérer aussi la venue de cette Terre en 5D? Est-ce que cette Terre en 5D, c'est pas une utopie ou une illusion pour aller encore dans des bulles ou, comment je veux dire, voilà, s'enfermer dans des croyances? Mhm. Et voilà, est-ce que tu peux nous mettre en lien justement cette nouvelle Terre en 5D avec l'actualité? Qu'est-ce qui va nous arriver, enfin, de ce que vous percevez en gros? Bien sûr. Ouais, bah, de toute façon, concrètement, nous, on voit qu'il y a une vraie volonté de faire s'écrouler le château de cartes, donc ça va forcément impacter tous les aspects de notre vie. Je pense que le troisième volet que l'on voit, c'est économique, où forcément il va y avoir des impacts économiques, semble-t-il, hein. Nous, on n'est pas des non plus, on n'a pas la science infuse, et puis c'est l'observation que l'on voit en ce moment, et ça peut être affiné. Après, par rapport à ce qu'on appelle l'ascension et le fait qu'il y aurait une nouvelle Terre, on voit un scénario qui s'affine de plus en plus et qui est de moins en moins, on va dire, quelque chose qui arriverait catastrophiquement ou d'un coup, mais plus sur quelque chose qui serait lissé dans le temps. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous qui sommes incarnés sur Terre en ce moment, parce qu'on aimerait que ce soit maintenant et tout de suite. On aimerait que Ouais, c'est ça. du jour au lendemain, on ait les cieux qui s'ouvrent pour pouvoir ouvrir une autre perspective au monde. On la voit de moins en moins effective parce que ce scénario-là est utilisé que en cas de dernier choix, en fait. Les êtres qui sont au-dessus, qu'on appelle des galactiques, en fait, et qui nous aident justement par rapport à cela, leur but, eux, c'est de récupérer tout le monde. Ils voudraient que l'entièreté de l'humanité, c'est utopique, mais puisse avoir la possibilité d'accéder à une nouvelle ligne de temps qui serait mieux que celle que l'on a en ce moment. Voilà, là, je simplifie énormément. Et c'est vrai que dans cette simplification, on peut l'imaginer comme une sorte de nouvelle Terre, mais c'est pas une nouvelle Terre concrète, c'est juste une nouvelle ligne de temps qui est possible. Et quand c'est intéressant de voir justement l'analyse que l'on vient de faire juste avant, avec une Terre qui avait la possibilité, une fois qu'elle a reconstruit sa grille cristalline, de pouvoir accueillir un nouveau plan de conscience, une nouvelle dimensionnalité en fait. Donc on peut imaginer que une fois que la grille se sera reconstruite, des êtres auraient la capacité de passer d'une ligne de temps à une autre. Un peu comme si la Terre était double. C'est pour ça que dans les observations et quand des personnes ont la capacité des fois de passer d'un côté à l'autre, ont la possibilité de dire oui, c'est comme si en fait il y avait une nouvelle Terre. C'est la Terre, mais c'est pas la même Terre. Et c'est difficile de l'expliquer parce que quand on a, nous, nos expériences au quotidien, c'est difficile d'expliquer comment ça se passe de l'autre côté. Et à chaque fois, on nous dit, mais attends, ouais, ouais, c'est pas comment ça se fait. Enfin, quand moi j'ai des expériences où je me réveille et que je suis, par exemple, dans un vaisseau, par exemple, bah, c'est pas un vaisseau en fait. Et quand il faut l'expliquer, bah, les personnes pourraient être, mais attends, tu parles de quoi là? En fait, ça marche pas comme justement dans les science-fiction. Et donc c'est particulier de pouvoir expliquer ou de pouvoir retranscrire. On est bien obligé de devoir simplifier le vocabulaire pour le rendre accessible. Et voilà, c'est pour ça que ça donne ce genre de choses. Pour moi, il n'y aura pas une deuxième Terre physique qui accueillera la Terre, mais plutôt un dédoublement de sa dimensionnalité, où en fait des êtres pourraient ou pas accéder à cette nouvelle dimensionnalité.
On voit qu'en ce moment, il y a aussi, avec la divulgation des dossiers de l'affaire Epstein, beaucoup de choses qui se passent. Euh, Est-ce que c'est lié avec cette notion de fédération galactique qui sera en égo avec l'état profond, les énergies involutibles, les reptiliens? Qu'est-ce qui se passe en fait, vraiment, avec cette affaire Epstein et tout? Alors, nous, on voit que c'est que alors, il y a on voit beaucoup plein de choses de l'autre côté. Là, je pourrais pas forcément tout dire ce que l'on voit parce que ce serait particulier, mais on voit effectivement plein de choses qui vont encore plus loin que ce qui a été donné. Comme si c'était la partie la plus soft des fois de tout cela. Euh, c'est assez particulier. Là aussi, j'ai l'impression que c'est plus du damage control, c'est-à-dire on donne des choses mais sans vraiment tout donner. Un peu comme quand il y a des divulgations sur les extraterrestres, où on a parce qu'il y en a eu plusieurs qui ont été faits par justement les Oui, Américains ben en disant bah récemment, on voilà, en parle, hein. Ouais, oui c'est ça, on parle ah, de... regardez, Ouais. ça c'est pas à nous, tu vois, voilà, ça c'est pas, on sait pas ce que c'est. On dit mais attends, c'est un extraterrestre? Ah, on n'a pas dit ça, mais on sait pas ce que c'est. Mais il laisse le doute, est-ce que ce serait pas une autre force aussi peut-être l'Inde, la Chine, la Russie, qui auraient un nouveau avion, mais tout en disant non, mais c'est pas possible que ce soit un avion non plus. Donc à la fois ils disent il y a quelque chose, mais en même temps il y a rien du tout. Alors d'un côté, nous on voit qu'il y a une sorte de progression dans les divulgations, voulues par des côtés positifs. De l'autre côté, on a un peu l'impression que c'est pour noyer le poisson et de dire bah voilà, je vous donne ça, mais en même temps je vous le donne pas tout en entier. Même là, par exemple, sur cette affaire qu'on vient de citer, bah, finalement, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une toute petite partie des mails qui sont donnés et qu'en plus elles sont raturées de partout. En plus, c'est le mail, parce que si on regarde bien, c'est juste le mail qui correspond aux vacances de cette personne. Oui, il y a 20 Donc boîtes c'est mail, hein. Ce n'est une sur les 20 ou 23, je sais plus, ouais. voilà. Donc on a 30% d'informations qui sont complètement floutées sur les parties intéressantes d'une des 20 boîtes mail de cette personne. Donc en fait, voilà, nous en tout cas, par rapport à ce qu'on voyait déjà, parce qu'on le voyait depuis un moment, pas forcément avec lui, mais avec d'autres, et des choses qui se passent effectivement en coulisses, que tout ça va finir par tomber. Et ça va être rendu d'une manière ou d'une autre publique, mais on ne sait pas sous quelle ligne de temps, ça peut prendre un peu de temps. Ouais. Euh, donc, si tu veux, c'est intéressant tout ça. Nous, on a la sensation qu'on doit se relier un petit peu de plus en plus à ces compréhensions pour essayer de savoir bah, ce qui nous attend, parce que c'est notre public aussi sur Rayonnance, il se pose ces questions, c'est-à-dire, c'est bien beau tous vos trucs de galactique, mais ok, on fait quoi? Comment on agit? Comment on s'en sort? Est-ce que, bon, l'effondrement, ça fait peur, mais ok, il pourrait y avoir une partie des gens qui se disent, bon, ben, ok, il y a un effondrement, on l'accepte, mais concrètement, comment on peut agir? Parce qu'on se sent juste des petites marionnettes utilisées par des forces gigantesques qui sont même des fois pas incarnées, et qui sont parce que évidemment que derrière tout ça, c'est pas du tout l'état profond, hein. Il y a bien évidemment des forces qui se servent de ces personnes comme des marionnettes. Enfin, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce... Et je te dis pas que tu es prophète ou devin, mais tu as quand même accès à plus d'infos que nous, quoi. Donc, qu'est-ce que toi tu perçois? Alors, je sais pas si j'ai plus d'informations. En tout cas, c'est vrai que moi, tout cet aspect qu'on vient de parler de la politique, de tout ça, en fait, je trouve que c'est pas là où on devrait s'intéresser. Voilà, j'y réponds un petit peu parce qu'on va y voir de temps en temps et que je joue le jeu par rapport à cela. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment pas important. Alors, on me dit, mais non, mais attends, au contraire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Mais là, on est obligé de faire avec le peu qu'on va recevoir. Et on va toujours dans l'attente de quelque chose qui va venir, mais qui n'arrive jamais. Et c'est un peu le problème à chaque fois de ce qu'on appellerait les révélations ou de ces personnes qui attendent en permanence la révélation qui va enfin. Mais en fait, elles sont là, mais en même temps, elles sont jamais là. Et je trouve que le plus intéressant, c'est vraiment d'aller faire son travail personnel, d'aller justement dans la spiritualité, d'aller chercher et de répondre à ces deux questions. Voilà. Par exemple, juste pourquoi vous êtes incarné sur Terre là? Pourquoi vous êtes venu? Est-ce que vous êtes venu volontairement ou pas du tout? Parce qu'en fait, nous, on voit énormément d'êtres qui sont de l'autre côté, qui vont nous piéger pour nous faire venir. Et une fois qu'on est sur Terre, par exemple, c'est un peu comme on irait dans une agence de voyage, hein, aussi, on peut le voir comme ça, les incarnations. Il y a des êtres qui se présentent, et voilà, parce que imaginez que vous êtes dans l'amour absolu. Voilà, on est dans la béatitude la plus complète, et on vient te dire, on a besoin de toi sur Terre. Il y en a plein qui sont allés aider, tu vas voir. Ça va vraiment être bien, et puis on te le vend un peu comme si tu allais partir au Club Med. Donc bon, ok, et puis en fait, cet être-là,
n'est pas du tout bienveillant. Il se fait passer pour un être bienveillant qui propose une aide pour la Terre, et une fois que tu arrives dans une famille complètement destructive, où effectivement tu te fais abuser, où tu te fais maltraiter, et en fait, ils viennent te casser pour justement que tu ne sois tellement justement détruit que tu ne puisses pas rayonner de ton plein potentiel et que toute cette rayonnance soit orientée dans une mauvaise direction et qu'il puisse la récupérer. Donc c'est malheureux, mais il faut se poser les questions là. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a fait ce travail-là et qu'on a élagué, qu'on s'est remis dans sa souveraineté, qu'on s'est remis justement bien comme il faut, c'est-à-dire on envoie l'énergie au bon endroit, on a la bonne information venant du bon endroit, et ben en fait tout devient beaucoup plus simple à incarner sur Terre. Parce que d'un coup, on est au bon endroit, au bon moment, on est dans sa pleine souveraineté et on peut comme faire travailler un peu ce qu'on pourrait appeler les lois d'attraction, c'est un terme un peu galvaudé, mais pour soi et pas contre soi. Donc d'un coup, en fait, les choses s'articulent dans le bon sens. Et c'est vrai que des fois, on sent aussi qu'il y a un dessin qui nous est tracé, hein, une sorte de destinée. Moi, j'ai toujours voulu être autre chose, ou j'ai voulu être artiste, par exemple. En fait, toutes les portes se sont fermées devant moi. Et pourtant, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait des études, j'ai tout bien fait. Et puis, à chaque fois, on se dit, ah, c'est super, mais à chaque fois, je sais pas, comme si à chaque fois, je loupais le bon timing, je loupais ah, pas grand-chose en plus, hein. À chaque fois, c'était, ah, mais c'est dommage, elle vient de partir, la personne, ah bah mince, je l'ai loupé. Et puis, à chaque fois, vraiment à chaque fois. Et une fois que j'ai eu ce message effectivement de mon grand-père, et qu'en fait, tout naturellement, j'ai une autoroute pour faire ce que je fais en ce moment. C'est-à-dire de faire de l'hypnose. Mais vraiment, une autoroute. C'est-à-dire que comme là pour le livre, on est venu me chercher, ça ne te dirait pas de faire un livre. Ah bah tiens, la chaîne fonctionne toute seule. Les personnes, j'ai même pas besoin de les recruter, ils viennent tout de suite à moi en disant je veux absolument travailler avec toi parce que tout, et c'est une sorte d'évidence. Voilà. Et là, je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'une fois qu'on a fait le travail, tout s'articule pour être exactement là où on doit être et être justement rayonner peut-être la bonne lumière sur la Terre. Et c'est peut-être ce que je fais justement avec l'hypnose, où d'un coup, les qualités qui m'étaient reprochées peut-être sur un autre médium, d'un coup, sur l'hypnose, sur ces outils-là, semblent être exactement celles qu'on attendait. Donc c'est là où c'est assez fascinant, parce que d'un coup, toutes les obstacles qu'on a devant son chemin, où à chaque fois on est obligé on fait 3 pas, on en perd 2, voilà, et ben là d'un coup on a une autoroute, voilà, parce qu'on est juste au bon endroit. Donc c'est intéressant aussi de voir cela. Et après, maintenant j'arrive à le voir avec recul. Mais c'est vrai que quand on est dans ces obstacles et qu'on comprend pas pourquoi la vie est contre nous, c'est juste qu'en fait on n'est peut-être pas au bon endroit. Et une autre personne qui peut-être est en ce moment, elle est banquière, voilà. Peut-être à un moment se dit mais moi j'ai toujours voulu être artiste, va tout arrêter et elle va avoir une autoroute parce que peut-être qu'elle était venue exactement pour cela sur la Terre. Et c'est comme si toutes les parties d'elle-même au-dessus allaient vraiment tout faire pour que ça fonctionne et que elle était venue pour cela. Donc, c'est le conseil que je pourrais donner, c'est à chaque fois de voir Ouais. ça au niveau personnel. C'est-à-dire, on s'en fiche ce que font les politiques. Alors, on pourra toujours me dire dans les commentaires, oui, mais attends, tous les gens qui meurent, toutes les personnes, oui, je sais bien. Mais même si on était impliqué dans ce conflit, ça ne changerait absolument rien. Parce qu'en fait, on n'a aucun pouvoir là-dessus. On n'a vraiment aucune mise. Enfin, on est juste tous spectateurs de cela. Et la seule chose que l'on peut faire, c'est justement, est-ce qu'on a envie d'être spectateur de cela? Parce que justement, on va rentrer dans ce jeu. Et c'est ça qui nous a expliqué, c'est que, en fait, certaines énergies font tout pour, par exemple, qu'un groupe soit, par exemple, sorte de martyr, Divisé. donc c'est-à-dire voilà, qui soit visé, qui soit détruit, et un autre groupe va tout faire pour être celui qui reçoit la haine. Alors c'est très bizarre aussi de le voir comme cela, mais ça crée tellement un égrégore incroyable avec une énergie particulière de haine que en fait être justement dans cette révolte et de projeter cette haine indirectement, ben, en fait on fait que renforcer le système qui est mis en place et alimenter le fait que ça ait lieu. Et c'est là où quand on nous l'explique, on peut avoir du mal en tant qu'observateur de tout cela, à se dire, mais attends, si moi je m'indigne pas de ce qui se passe, bah en fait, oui, non, mais en fait, c'est parce que tu t'indignes que tu le fais vivre également tout cela. Et c'est là où c'est assez particulier, que c'est contre-intuitif pour nous, parce qu'on est tellement habitué d'avoir un parti pris, surtout en France, hein. On a l'habitude, voilà, les politiques, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu... Et en fait, d'autres pays dans le monde, en fait, il n'y a pas ces discussions-là. Parce qu'en fait, ils savent très bien qu'ils sont tellement un petit pays
d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique latine, qu'en fait on vient jamais leur demander leur avis et que ce qui se passe de l'autre bout du monde, en fait, ce qui les intéresse eux, c'est d'être dans une sorte de reliance avec même la nature devient plus importante que la politique. Et des fois, c'est peut-être ce qu'on peut oublier. Et c'est le message qu'on reçoit en tout cas de l'autre côté. Alors je sais, même pour moi, ça m'est difficile de me dire, attends, détourne-toi de toutes les actualités, concentre-toi sur toi, sur la nature, comment on la respecte au quotidien, comment on respecte la vie autour de nous, comment on respecte les gens autour de nous, pour justement être harmonieux par rapport à cela. Parce qu'autrement, on fait que répéter exactement ce qu'on voulait justement combattre. Et c'est toute la difficulté d'être incarné sur Terre, je pense. C'est marrant le parallèle que tu faisais sur les beaux-arts. Moi, j'ai eu le même sur le cinéma. Pendant 15 ans, j'ai essayé d'être réalisateur de films frustré. Ça se passait jamais bien, j'avais que des emmerdes, enfin, tu vois. Et j'étais bon en plus, tu vois. C'est ça. Si j'avais été mauvais, ça aurait été plus simple. Donc, je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Et puis, d'un coup, quand je me suis mis sur le bon chemin, c'était un peu comme toi. C'était une évidence et une fluidité presque agaçante, tu vois, où t'as l'impression que tu es pour rien non plus. Enfin, tu vois, t'as l'impression de pas y être pour quelque chose quand tu réussis ou de pas y être pour quelque chose quand tu n'y arrives pas à ce que ton ego aille dans la direction qu'il a prévue. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis. Par rapport au fait de revenir sur soi, je ne peux pas te dire le contraire. Je ne vais pas te dire non, non, Mathieu, il faut s'occuper de l'extérieur et pas de l'intérieur. Ça me paraît une évidence. Par contre, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de discussions avec des proches qui me disent, voilà, moi, j'ai fait tout le taf, j'ai libéré mes blessures, j'ai guéri, j'ai avancé, mais je me fais défoncer par l'astral. Et Oui. comme s'il y avait l'idée qu'on perd un peu, qu'on fait un coming out vibratoire et que d'un coup, on est visible et qu'on se fait attaquer par l'astral. Donc, comment on fait? Parce que j'ai l'impression que quand on se libère, c'est pire que quand on reste finalement des cachets, quoi. Alors, mais c'est normal, il y a une phase en fait de transition qui permet cela en fait. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que par exemple, quand mes élèves souvent me posent la question, attends Mathieu, dans tout ton protocole là, pourquoi on n'a pas de protection? Et en fait, j'explique que c'est très simple, parce qu'en fait, au début, quand moi j'étais moi-même justement sorti de la formation, tout de suite on se met des protections. On met ça, on met ça, on met ça. En fait, on se fait attaquer. Attends, moi j'en remets d'autres, j'en remets d'autres, j'en remets Oui, d'autres. À un moment, il y a un truc qui est pas normal. Comment ça se fait qu'on se fait plus on met de protection, plus on se fait attaquer? Et à un oui, moment, j'ai constaté je pose pareil. la question, pourquoi? On fait, ben, c'est normal. En fait, tu envoies l'information à l'univers que vu que tu mets des protections, ça donne la possibilité de t'attaquer. Comme si on avait testé les protections. Et c'est vrai que tout est un peu inversé sur Terre. C'est-à-dire qu'on a un langage, on a une façon de procéder qui est complètement dissonante de ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est-à-dire que par exemple, moi, si vous allez me regarder de l'autre côté, je n'ai aucune protection. J'en ai aucunement besoin. D'ailleurs, si Pareil. on vient m'embêter, si un être vient me voir et il m'embête, en fait, je ne combats pas avec lui. Parce que plus on le combat, plus ça lui donne la possibilité de se rapprocher. Un peu comme dans les rêves, je pense qu'on l'a déjà tous fait, où plus on essaye de fuir en courant un être, et ben en fait on ne court pas, on reste sur place et on est un peu figé. En fait c'est assez simple, c'est juste se dire bah attends, il vient m'attaquer, allez hop, je monte en fréquence sur un autre plan dimensionnel où il n'est pas présent. Et c'est un peu, ça a un rapport même avec la psychologie, je trouve, parce que plus on se démêle de nos problèmes, et ben en fait plus on les fait exister également, et plus en fait on a une bulle qui se rétracte sur nous-mêmes parce qu'on essaie d'en sortir. Et que juste si on s'imagine dans un autre état de conscience, un autre endroit, alors c'est plus facile de le faire qu'en étant en état de modifier de conscience, mais juste de dire voilà, bon, je sors de ce plan de conscience pour aller dans un autre où ça n'existe pas et ben en fait, ça devient plus simple. Mais ce n'est pas automatique. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit de l'autre côté. Et c'est vrai que moi, maintenant, j'ai plus aucune protection de l'autre côté. Il n'y a plus besoin. Et que, en fait, et je vais même encore plus loin avec mes élèves en leur disant, mais en fait, c'est génial de se faire attaquer. C'est génial d'avoir une interférence, par exemple. Parce que souvent, des êtres mettent dans mes commentaires, oh, mais de toute façon, Mathieu, il dit n'importe quoi, il est interféré et tout ça. Même là, ils vont dire, mais pourquoi il dit que c'est génial d'être interféré? Bah, ça veut dire simplement que si tu as été interféré, que tu as été touché par une des attaques dans l'astral ou dans l'autre, ça veut dire que tu as quelque chose à travailler. Ça veut dire qu'ils ont profité d'une peur, par exemple, et qu'ils ont réussi à rentrer dedans et qu'ils ont réussi à placer quelque chose. Donc, bah, c'est génial, tu vois d'un coup, pourquoi il y a ça qui ne m'appartient pas? Comment il a pu rentrer cet objet dans mon champ personnel? Et du coup, de pouvoir se dire, OK, bah, en fait, j'ai une faille, et cette faille, je vais la travailler dessus pour qu'elle n'existe plus et que on puisse pas rentrer.
Voilà. C'est assez simple. Et il y a aussi eu quelque chose qui est vraiment fantastique quand on l'a compris, c'est qu'en fait, les lois de l'univers fonctionnent dans les deux sens. Si on se fait attaquer, on peut attaquer en retour. C'est assez particulier, mais en fait, les lois sont très bien faites de l'autre côté. Parce qu'à chaque fois, on dit, ouais, mais la source, elle laisse faire, comment ça se fait, comment ça se fait que les... En fait, tout est possible. Et ça, une fois que les humains, ils auront compris ça, mais c'est tellement facile derrière. Ça veut dire que tout ce qui est fait contre toi, en fait, après, tu peux le retourner. Voilà, je donne un exemple en fait. Si un être involutif, voilà, on les a cités tout à l'heure, tous ces êtres malveillants qui sont de l'autre côté, veut piquer ton énergie. Et ben du coup, il va devoir t'hameçonner en fait. Il va devoir trouver une faille, rentrer dans cette faille et du coup créer comme une sorte de canal qui va le relier à lui et du coup récupérer ton énergie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il peut placer des choses dans le côté énergétique, dans le côté ésotérique. Voilà, et tout est possible. Donc dans l'éthérique, ce lien il existe et on peut le couper. Mais on peut également le remonter. C'est-à-dire que d'un coup, en fait, si lui, il a le droit de rentrer, vu que les lois sont bien faites de l'autre côté, en fait, nous, on peut également rentrer en lui. Et d'un coup, on peut rentrer et avoir accès à tout son champ informationnel et, par exemple, donner l'information à tous ceux qui sont liés à lui qu'ils sont en emprise. Et dès qu'on a compris ça, en fait, on devient une menace pour ces êtres-là. Ou d'un coup, ils se disent, mais attends, si je vais l'attaquer, lui, c'est un peu comme si je le mettais dans mon enclos. C'est-à-dire que d'un coup, il est sous ma présence, mais en fait, lui, il va commencer à dire à toutes les brebis dans l'enclos qu'en fait, il y a un chemin pour partir et que bah, il se réveille d'un coup et puis il n'y a plus personne. Et donc, ils ont tout perdu leur élevage d'humains qui donnaient de l'énergie. Si on le voit de cette manière un petit peu comique, d'un coup, on se dit, bah non, je vais surtout pas aller embêter cette brebis galeuse là, et puis la laisser tranquille de son côté, parce qu'en fait, elle va me créer plus d'emmerdements, plus de problèmes que effectivement me rapporter de l'énergie. Donc c'est assez particulier de le voir de cette façon-là, Ah, mais c'est mais en génial. tout cas, oui, Ouais, ça peut être une ouais. image assez simpliste justement pour comprendre comment ça fonctionne de l'autre côté, et qu'en fait on n'est pas limité en fait. On a tous les pleins pouvoirs. C'est juste qu'on a tout oublié, et que si on se rappelle du fonctionnement, et c'est pour ça que c'est intéressant de connaître le passé. Pourquoi on est dans cette situation-là, plus que de savoir ce qui va se passer dans l'avenir, plus de savoir ce qui va se passer avec les politiques, avec tout cela. Bon, voilà, c'est pas important. Ce qui est pas important, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'on est dans une historique, dans une continuité de voilà de processus et que bah, justement, il y a des façons aussi de contrecarrer tout cela. Et on s'approche doucement de la fin, mais du coup, est-ce que c'est pour toi ça la posture qui nous permet de ne plus alimenter ces forces de l'astral ou de la grille 4D est-ce que c'est ça qui nous permet de poser nos balises d'ascension, comme tu le dis voilà. Oui, c'est vrai que c'est important de trouver cette posture interne, de savoir justement qui on est. Du coup, en étant qui on est, on sait aussi qui on ne veut pas être et quelle énergie on a envie justement d'alimenter. Après, pour revenir par exemple aux balises, c'est un truc particulier qu'on a vu surtout sur les générations plus récentes où en fait on a des êtres qui ont décidé dans les volontaires par exemple, troisième, quatrième vague, de venir s'incarner sur Terre et en fait avec chargé, voilà. Donc comme s'ils étaient interférés de partout. Et qu'à un moment, il y a une balise, comme une sorte de réveil, qui vont que tout ce manteau de pollution énergétique qui sont sur eux va s'arrêter, va tomber à leurs pieds et disparaître. Un peu comme si ils étaient venus, donc on a un être très lumineux qui était les premières vagues. Ils arrivent avec plein de lumière, ils arrivent sur Terre, et là ils se font taper dans tous les sens. Parce qu'en fait, ils sont très visibles, on les voit de partout, ils rayonnent dans l'obscurité, et c'est très facile de les cibler. Dans les troisième et quatrième vagues, il y a des êtres qui sont venus avec un mécanisme en se disant, bah, attends, on va faire autre chose, c'est qu'on va venir plutôt grisâtre. Donc c'est-à-dire qu'on ne rayonne pas de notre lumière, voilà. On arrive, on se place, on a une vie tout à fait normale, voilà. Et à un moment, pouf, une sorte d'éveil spirituel, et en fait, toutes les vies, tout ce qui encombrait n'a plus lieu d'être. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnes qui, par exemple, pourraient très bien être dans le cas de figure où si on demande un moment T, ils ont, par exemple, 100 vies sur Terre, et après, ils reviennent en disant, mais tu n'as pas de vie sur Terre. Mais qu'est-ce que c'était, en fait, toutes ces vies antérieures? En fait, elles ne t'appartiennent pas. C'est comme si tu t'étais chargé d'un historique qui n'est pas le Oui, tien. l'historique emprunté, c'est ça que dit Dolores, je crois. C'est ça. Donc, et du coup, d'un coup, tu te révèles et tu es pleinement la lumière et tu n'es pas. D'ailleurs, c'est quelque chose de très important pour tous ceux qui s'intéressent à l'hypnose régressive, c'est que la plupart de nos vies antérieures ne nous appartiennent pas. Elles sont souvent utilisées pour nous donner un message.
C'est pour ça que des fois, il y a un problème avec des personnes qui ont fait une session et qui après disent: «Ah moi je suis, un apôtre de Jésus, ah je suis, Cléopâtre, Napoléon» et tout cela. C'est que des fois, en fait, nos parties supérieures vont utiliser dans une banque de données, une vie en particulier pour nous faire passer un message. Donc on va dire voilà, par exemple Napoléon à tel, moment, il n'avait pas voulu écouter, ça lui avait proposé, un problème, majeur. On va utiliser ça pour illustrer en fait ton cas de figure dans le quotidien. Malheureusement, les personnes oublient le conseil pour se focaliser juste sur la vie antérieure et du coup se disent: «Ah moi j'ai été, Napoléon, dans une vie antérieure». Eh ben, écoute, merci Mathieu, c'était très riche en informations. On a appris beaucoup. Je remontre ton livre. Donc, Voyage au cœur de l'humanité, vous le trouvez partout aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Et donc, ben, écoute, encore une fois, je remercie eh ben, Martine qui nous a mis en relation et puis Séverine qui t'a édité. Et voilà, ben, je te laisse peut-être conclure cet échange et donner le mot de la fin voilà, pour ouvrir. Et je te remercie en tout cas. Bien sûr, oui, il y a souvent un message qui revient très régulièrement, c'est que, les humains sur terre ne savent rien, mais ils ont la possibilité de tout. C'est une fois, on a eu ce message-là, c'est-à-dire que les êtres qui sont tout en haut, qui en fait, ils ont la capacité de tout voir. Mais en fait, ils ont l'interdiction d'agir sur la matière. Par contre, nous sommes dans la matière, nous avons tout oublié parce que c'est un peu les règles, en tout cas, bon, peut-être pas à ce point-là de vraiment tout oublier, mais en tout cas, on a vraiment tout oublié, mais en même temps, toutes nos actions incarnées sur Terre vont rayonner dans les multivers. Donc, si on se projette dans cette optique-là, on se rend compte que ce que l'on fait sur Terre aura un impact décisif sur tout et sur tout ce qu'il y a proche autour de nous, mais même aussi sur d'autres planètes. Ça va vraiment, mais vraiment rayonner en fait tout autour. On se rend pas compte de ça en fait. Mais si on se rend compte et on se dit, ok, je vais maintenant décider de vivre avec cette optique-là, que en fait tout aura un impact et que ça va justement être dans cette bienveillance, être dans cette harmonie avec moi-même et qu'en fait, ça va avoir un effet qui va se diffuser tout autour de moi. Et en fait, c'est génial et souvent le message qu'ils aimeraient qu'on obtienne, c'est de se rendre compte qu'à quel point, en fait, une fois qu'on sera décédé, on va se dire: «Mais ah, j'aurais dû faire ça», parce que c'est dans cette incarnation où on a la possibilité de le faire. Donc allons-y gaiement. Et effectivement, on va peut-être pas se tourner vers toutes les mauvaises nouvelles qu'on peut voir dans l'actualité et peut-être se focaliser plus sur soi, être un petit peu plus égoïste pour le coup, et de se dire voilà, qu'est-ce que j'ai besoin pour rayonner cette lumière qui est à l'intérieur de moi et qui ne demande qu'à rayonner partout autour de moi. Voilà, ben écoute, merci beaucoup Mathieu. Alors, comme vous vous en doutez, on n'a pas répondu à vos questions parce qu'on a enregistré en différé. Cette émission n'était pas en live. Donc voilà, c'est pas qu'on vous snob ou qu'on ne veut pas répondre à vos questions, mais que pour le coup, on est que tous les deux voilà, en émission. Merci en tout cas Mathieu, merci pour cet ouvrage qui pour moi est un ouvrage de référence en tout cas, qui permet d'avoir une vision presque exhaustive d'un petit peu tout. Donc bravo pour ce travail de compilation. Cette clarté, d'avoir osé t'aventurer sur des sujets ben, un peu casse-gueule, qui nous permettent en tout cas d'avoir une base commune de discussion. Hein. C'est pas une vérité absolue, mais c'est en tout cas un travail de synthèse et qui a été vraiment un travail majeur. Donc merci pour ça. Et puis voilà, bah, je te remercie. Et je sais pas si tu avais un dernier truc à dire. Et voilà. Non, juste merci à toi Sydney. Et puis bah, si les personnes qui ont écouté cette interview, ça les a intéressés, effectivement, ils peuvent aller voir sur la chaîne YouTube avec mon nom, hein, Mathieu Monade, hypnose régressive, et puis ou me contacter. J'imagine que les liens seront dans la description. Oui, 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 les liens seront dans la description. Voilà, donc vous regardez en description, vous aurez tous les liens pour observer, enfin, je veux dire, voir le travail de Mathieu et le contacter. Et pourquoi pas même rejoindre le collectif si vous en avez l'appel. Voilà. Effectivement. Merci à toutes et à tous. Bonne Merci. soirée à vous et puis à bientôt. Merci. À bientôt.